Eh ben du coup, bonjour Benjamin. Eh ben bonjour Samuel. Et du coup, on se retrouve pour le premier podcast dont on n'a absolument pas décidé du nom. Je viens d'y penser. Ça commence super bien. J'étais même pas parti du principe qu'on aurait besoin d'un nom, donc effectivement, c'est... Partons du principe qu'il n'a pas de nom. On est plus sur... On va se la faire à la Usul, Readme Up et tout ça, ça va être sans titre 1.mp3. Moi, ça me va. L'idée du coup de ce podcast, ça a été de... C'est plutôt d'aborder des jeux, mais pas forcément comme le font beaucoup sur Internet, en essayant de décortiquer le jeu sur tous ses aspects. Est-ce que c'est un bon jeu au niveau de son gameplay, de ses graphismes, sa technique. Il y en a qui le feront beaucoup mieux que nous, ou qui sont de plus mauvaise foi que nous. C'est tout à fait vrai. Il faudra qu'on invite Tyr le jour où on a besoin de mauvaise foi. Oh que oui, ce serait excellent. Et du coup, l'idée, ça va être plutôt de partir en gros d'un jeu, et d'essayer de l'extrapoler, d'essayer de se poser des questions, des problématiques qui touchent le jeu, parce que généralement, autour d'un jeu, il n'y a pas que la question de est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien, pourquoi. Surtout ces derniers temps, sur les gros jeux ou sur les jeux un peu importants, il y a pas mal de questions qui peuvent se poser. Et bah, du coup, l'idée, ça va être d'en discuter tous les deux et d'essayer de voir quels sont nos avis justement sur ces questions-là. Et on a décidé de commencer dans la facilité, parce que littéralement tout le monde en parle depuis un mois, et il a phagocyté absolument toute la communauté des joueurs. Ouais. C'est presque illégal. Il s'agit bien sûr d'Elden Ring. En même temps, on l'attendait aussi comme le Messi, ce jeu-là. Donc, au-delà du succès qu'il a rencontré, qui m'a d'ailleurs moi-même un peu pris par surprise, parce que je m'attendais pas à ce qu'un FromSoft se démocratise autant que ça. Bah, c'est vrai. Parce que mine de rien, c'est sûr que surtout les Dark Souls ont aujourd'hui une renommée en fait dans le milieu du jeu vidéo. Même les gens qui n'y ont pas joué savent ce que c'est. Mais la vérité, c'est que ce sont pas des jeux qui sont tant joués que ça. C'est ça, ça reste un public plus ou moins de niche. Et je prends l'exemple de Horizon Forbidden West qui est sorti en même temps. Tout indiquait, selon moi, hein, attention, selon mon expertise, tout indiquait que sans doute Elden Ring aurait eu une meilleure note, ça j'y croyais personnellement, mais que en termes de vente pure et dure, il se ferait rouler dessus par Forbidden West, qui est beaucoup plus grand public. Et surtout, quand on voit que les retours critiques de Forbidden West ont été excellents, il y a beaucoup de gens qui disent que justement c'est le 1 mais dopé et qui est absolument incroyable. Et c'est vrai que quand on voit un tel jeu, un tel AAA qui a tellement fait l'unanimité dans la presse vidéoludique et dans la communauté des joueurs, se dire que c'est un From Software qui les met au poteau, et c'est vrai que on l'a vu, Elden Ring est sorti une semaine après Forbidden West et il l'a complètement éclipsé. Mais complètement. Tout à fait, et c'était vraiment pas une évidence, hein, ça. Donc là, effectivement, maintenant quand on fait ça, on se retrouve effectivement un mois après, c'est le jeu dont tout le monde parle. Mais dans tous les cas, je pense qu'on en aurait parlé de toute façon, parce que nous-mêmes, on suivait les From Software depuis un certain temps. Toi, depuis plus longtemps que moi, quand même. C'est vrai. Pour être tout à fait honnête. Mais justement, et donc, Elden Ring, je pense que tu seras d'accord avec moi, tout le monde en parle, de toutes les façons possibles, que ce soit le lore, que ce soit le gameplay, que ce soit pourquoi c'est génial. Parce que bon, nous, on va pas mentir, on l'a beaucoup aimé, ce jeu. Oui, très, très clairement. On est déjà tous les deux en train de relancer une seconde partie après l'avoir poncé dans tous les sens, donc... Ouais, bah c'est-à-dire, attends, moi j'en suis à combien? Je crois que j'en suis à 150 heures, là. Ouais, voilà, 151 heures, donc au bout d'un moment, oui, on a passé beaucoup de temps dessus, hein. Ça, je dois pas être loin. Mais nous, du coup, c'est vrai que on aime beaucoup, justement, discuter des jeux qu'on aime bien, et c'est vrai que on a réussi à articuler 3 questions, qui pour nous... outre le fait de se poser la question sur est-ce que c'est un bon jeu, et est-ce que la recette des From Software, elle peut être discutée, tout ça encore, ça peut être sujet à d'autres débats. Mais nous, du coup, on s'était posé 3 questions. La première, c'était finalement ce sur quoi beaucoup de questions se posent, et ce qui a été plutôt le cœur du débat à la sortie du jeu, c'est que est-ce qu'Elden Ring, c'est vraiment aujourd'hui le jeu From Software le plus accessible? Parce que c'est quelque chose qui revient très souvent, et finalement, ça fait pas consensus, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Non, je suis d'accord là-dessus, effectivement. Je suis même pas sûr qu'on sera du même avis, toi et moi, là-dessus. Ouais, je pense non plus. Le deuxième, du coup, la deuxième question qu'on s'est posée, c'était... finalement, je pense qu'on peut dire, sans crainte, ne serait-ce que par l'influence qu'il a eu, que quand Dark Souls est sorti, il a eu un énorme impact dans le jeu vidéo. Et donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est Elden Ring, par la popularité qu'il a eu et par la proposition qu'il a, est-ce qu'on pourrait faire une petite projection et se dire qu'il pourrait avoir un impact dans le jeu vidéo similaire à celui qu'a eu Dark Souls à sa sortie? Parce que mine de rien, je pense que la question est plus compliquée que ça. Et du coup, la troisième question, que tu as proposée justement, et qui, je dois l'avouer, ça m'étonne même qu'on en discute aujourd'hui, mais t'as eu complètement raison de le faire,
c'est que finalement, s'il y a bien une chose que les gens se questionnent beaucoup, c'est l'impact de George R.R. Martin au scénario. Parce que pour les quelques-uns qui ne le savent pas, je pense que vraiment pour le coup ils vivent dans une grotte, il se trouve que la particularité dans l'écriture d'Elden Ring, c'est que c'est le fruit d'une collaboration entre Hidetaka Miyazaki, le producteur et le directeur de From Software depuis Demon's Souls, avec George R.R. Martin, l'auteur aujourd'hui connu plus ou moins de tout le monde, notamment pour sa saga sur le Trône de Fer. Qui, pour autant que je sache, est une première d'ailleurs, parce que jusqu'à présent, en termes d'écriture et tout ça, c'était From Software qui faisait du From Software. Et donc là, pour ce jeu-là, ils vont chercher un auteur annexe, et pas n'importe qui, quoi. C'est typiquement le genre d'information qui, moi, m'avait fait un peu claquer des genoux quand ils avaient annoncé ça. C'est ça, surtout qu'en plus, quand on s'intéresse un petit peu au passé de From Software, il suffit par exemple avec les jeux Kingsfield, la formule From Software, elle a toujours été là. Mais ce qu'on voit avec l'arrivée d'Hidetaka Miyazaki, justement, c'est qu'il y a eu un changement sur la façon de concevoir l'univers, l'histoire, comment la raconter. Et c'est quelque chose qui est très important finalement dans la formule des Souls. Et mine de rien, c'est vrai que ajouter quelqu'un là-dedans, c'était facteur de risque. Mais ce qui nous a le plus surpris, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui considèrent que la partition de George Martin, elle est au mieux anecdotique, au pire totalement invisible. Et je crois que toi comme moi, on n'est absolument pas d'accord en fait sur cette question-là. Ah oui, effectivement, je suis pas du tout d'accord là-dessus, mais ça, on passera un certain temps, je pense, à en discuter. C'est ça. Du coup, je te propose de commencer, et pour en parler peut-être, pour être un peu plus juste, en gros, dans notre positionnement par rapport aux jeux de From Software, parce que mine de rien, c'est un peu important quand on discute de ces jeux qui sont assez clivants, je pense que ça pourrait être intéressant qu'on parle un petit peu de notre parcours, justement, avec ces jeux, comment on les a abordés, parce que on les a pas commencés à la même période, on n'a pas non plus la même histoire, tous les deux, avec ces jeux. On n'a pas les mêmes grief non plus avec eux. Donc toi, typiquement, les jeux From Software, parce qu'en plus je sais qu'ils font partie de tes jeux préférés, comment ça a commencé ? Tout a commencé par une longue nuit d'hiver. Ça a commencé en quelle année ? Oh, il y a déjà un petit bout de temps. Ça a commencé avant Dark Souls 3. J'ai commencé avec Dark Souls, le premier du nom, je n'ai jamais touché à Demon's Souls. Autant l'original sur PS3 que le remake, parce que les PS5 n'existent pas. Où sont-elles ? Où sont-elles ? Petite parenthèse, je n'en ai jamais vu une. En vrai d'ailleurs, de visu, je n'ai jamais posé les yeux sur une PS5. Donc j'en ai vu une exposée dans une borne en fait quelque part. Ah mais c'est une légende ça, Francis. Ça se trouve, elle est en plastique. Bah, bref, du coup moi j'ai découvert avec Dark Souls 1. À peu près à la période de sortie Dark Souls 2. Attends, je regarde, Dark Souls 2 sorti 2014. Ouais, j'ai dû découvrir dans ces eaux-là peut-être 2015-2016, quelque chose comme ça. Donc à l'époque, parce que j'avais découvert ça grâce à... Je connaissais vaguement leur existence et j'avais commencé à m'intéresser grâce à l'émission Speed Game sur jeuxvideo.com. Ah oui, avec Cœur de Vandal et Miremiop. Exactement. Donc avec une run all boss qui avait été faite par Sanso84, si ma mémoire est bonne, je me trompe peut-être sur le chiffre. Et donc j'avais vu ça parce que je regardais très régulièrement les films, j'ai fait ah tiens, le jeu il a l'air intéressant, il a l'air assez différent de ce que j'avais pu voir jusque-là. Et j'avais en plus un ami, Renaud, donc big up à lui, qui lui aussi avait déjà joué et qui m'a vraiment poussé à tester. En me prévenant bien de ce que j'allais rencontrer. Hein. J'y suis rentré du coup avec déjà une certaine vision d'ensemble, mine de rien, de Dark Souls 1, parce qu'on m'en avait parlé, j'avais vu en plus une run, donc certains passages cachés, tout ça, j'avais pu voir comment passer certaines choses. Tout l'aspect platforming et tout ça, j'y suis pas du tout à finir. Exactement. Et bah heureusement que j'avais ça parce que j'y avais joué sur mon vieux laptop qui... Je crois que le jeu ne dépassait quasiment jamais les 20 FPS. Donc j'étais vraiment à 20 FPS au max. Et en plus, Blighttown, le hameau du crépuscule, ça n'allait pas du tout. Je descendais à 12 ou 13 FPS. J'ai envie de te dire, vu ces problèmes de performance, finalement, t'étais déjà prêt pour jouer à Elden Ring. Exactement. Ça a été formateur, et pour le coup, j'ai fait le jeu comme ça, je l'ai fini comme ça, et j'avais testé Dark Souls 2 sur le même laptop, mais là, c'était vraiment plus possible. Et tout ça s'est écoulé plus tard, jusqu'à ce que j'ai un PC gamer, et donc, bah, Dark Souls 1 refait, Dark Souls 2 compliqué avec lui, comme beaucoup de monde. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui le défendent ardemment, mais moi, j'ai vraiment pas accroché. Pour plein de raisons. Tout à fait. Pour plein de raisons que je détaillerai pas aussi. Ensuite est venu Dark Souls 3. Et finalement, Bloodborne n'est arrivé que plus tard, tout bêtement parce que j'ai mis aussi un certain temps à avoir une PS4.
parce que budget étudiant, il fallait choisir entre un PC de gaming et une console. Bon, on a économisé plusieurs mois, plusieurs années même pour un PC. Donc Bloodborne que j'ai découvert bien plus tard et qui a été, je pense, qui même aujourd'hui reste encore mon préféré des FromSoft, même avec Elden Ring, que j'ai refait un nombre incalculable de fois depuis. Et ensuite, Sekiro, comme tout le monde, que j'ai énormément aimé aussi. Donc c'est une histoire qui remonte un petit peu, qui a commencé dans la douleur des FPS, au-delà en plus de la douleur de Dark Souls. Mais voilà, voici pour mon vécu des jeux FromSoft. Moi, je pense que si je me rappelle bien, Sekiro était déjà sorti. Donc moi, je vais remonter à fin 2019, début 2020. Je crois que oui, effectivement. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, avec les Dark Souls, j'ai eu une histoire un peu particulière, parce que on me l'a souvent vendu comme étant un jeu élitiste, un jeu pour les vrais gamers, tu vois. Ouais. Moi, le problème, c'est que je suis quelqu'un... J'ai un peu un sens de la contradiction, et en fait, je trouvais... Je suis pas d'accord. Exactement. Je trouvais que jouer à un jeu juste parce que c'est un jeu de gamer, j'avais vraiment l'impression que c'était les mecs qui aimaient se palucher en gros sur un jeu qui était difficile. Moi, je suis un adepte de rétro gaming, donc des jeux difficiles, j'en ai joué à même des beaucoup plus durs que Dark Souls, mais pas forcément pour des bonnes raisons. J'avoue. Mais donc voilà, moi, c'était pas forcément le genre de jeu qui m'intéressait beaucoup. Surtout que ce que j'entendais beaucoup de Dark Souls aussi, c'était du côté de ses détracteurs, ces très nombreux défauts on va dire, d'expérience utilisateur en tant que tel, qui pour moi étaient des défauts où j'étais en mode, j'ai pas envie de m'infliger ça. Oui, il y a effectivement des vrais défauts. Hein. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais justement, en fait, le truc, c'est que j'étais aussi à une période dans laquelle je commençais à être blasé, en fait, du jeu vidéo. Parce que la plupart des grosses productions se ressemblaient. Même la scène indé commençait à toujours sortir les mêmes choses. Et en fait, Dark Souls, c'est un jeu que je me suis lancé un peu pour me dire, bon, allez, je tente comme ça. Si je veux le critiquer, j'ai le droit de le critiquer, je l'aurais fait. Ouais. Et au début, c'était compliqué. Hein. Et au début, j'avais envie de hurler sur le jeu, c'était une catastrophe. Sauf qu'à un moment donné, la sauce a pris. Et moi, j'ai toujours dit que Dark Souls a été très important pour moi parce qu'il m'a repermis, en fait, de reconsidérer les jeux dans leur ensemble. Plus simplement comme une suite de critères, une suite de points qu'il faut que tu coches en mode ah, le jeu, faut que ce soit ça, faut que ce soit ça, faut que ce soit ça. Ah, si c'est ça, c'est que c'est un mauvais jeu. J'avais un petit peu tendance à fonctionner comme ça. Et Dark Souls, avec tous ses défauts, je changerais presque rien au premier Dark Souls, qui est probablement celui qui m'a le plus marqué. Oui. Parce que dans sa proposition générale, je l'ai trouvé incroyable et il m'a complètement transporté là-dedans et il m'a marqué mais vraiment à vie. C'est un jeu qui est hyper important pour moi. Du coup, j'ai enchaîné sur les suivants. Dark Souls 2 que j'ai apprécié, mais avec tous ses défauts. Bloodborne que j'ai à la fois beaucoup aimé et qui est celui sur lequel je pense finalement j'ai le moins de souvenirs. Mais simplement parce que le jeu c'est peut-être le plus cryptique de tous les FromSoft et j'ai malheureusement pas découvert grand chose. Y a eu Dark Souls 3 que j'ai beaucoup aimé. J'ai tenté Demon's Souls aussi sur PS3 et pour le coup Demon's Souls je ne l'aime pas. Je trouve en fait que c'est l'esprit de Dark Souls mais sans le feeling qui va avec. J'ai beaucoup de problèmes. Peut-être que le remake fait ça mieux mais l'original sur PS3 j'ai beaucoup de mal. Et il y a Sekiro. Eh oui. Et Sekiro, tu sais que ça a été compliqué. Sekiro, littéralement, c'est un jeu que j'ai détesté. J'ai été bloqué pour ceux qui connaissent, au tueur de Shinobi pendant des heures. Le fameux. J'ai rage quit le jeu là-dessus. C'est le seul From Software que j'ai rage quit. Et pendant 1 an, je l'ai rage quit. J'ai détesté ce jeu. Le fait d'avoir vu qu'il était nommé Game of the Year, j'ai ragé intérieurement. T'avais ragé extérieurement aussi, je crois. Hein. Et j'ai repris le jeu 1 an plus tard pour un pari. Et en fait, à partir du moment où j'ai surmonté le blocage que j'avais et que me suis fait au gameplay du jeu, je crois que j'ai jamais autant vibré dans un From Software, même en comptant Elden Ring, juste parce que la façon dont est fait Sekiro fait que ça te prend au trip dès que t'es dedans, quoi. Oui. Mais donc moi c'est une expérience sur le tard, les From Software, mais c'est une expérience que je vis très intensément parce que finalement je suis en train de tous les découvrir petit à petit et je suis de plus en plus fan en fait de la licence, mais je suis pas un vieux de la vieille, quoi. Ça date encore d'il y a 2-3 ans, pour moi, la découverte des From Software. Je redécouvre encore plein de choses, des secrets, du lore, des théories, des trucs comme ça. C'est des choses que je consomme encore et que je découvre encore maintenant. Donc moi, quand Elden Ring est arrivé, pour moi, c'était le nouveau bonbon, alors que j'étais en train de dévorer déjà ce qu'il y avait dans le paquet, quoi. Oui, toi, tu étais déjà en plein dedans, effectivement, t'avais pas eu le temps de... Tout n'a pas forcément eu le temps de complètement décanter. Non, surtout que finalement, j'avais fini Sekiro, donc mon deuxième essai de Sekiro, c'était 3-4 mois avant Elden Ring, finalement.
Donc, c'est pas faux. Mine de rien, finalement, j'ai pas eu à l'attendre trop longtemps comparé à certains. Ouais, comparé à certains, effectivement. Et le fait, c'est que, justement, il faut dire qu'Elden Ring, tu l'as dit justement tout à l'heure, c'est que il a énormément marché. On a eu la news aujourd'hui que, il y a la ressortie de GTA V qui a réussi à battre son score de lancement. Ce qui est absolument scandaleux, je le maintiens. Oui, je peux comprendre. Mais globalement, c'est vrai que la sortie d'Elden Ring montre bien que le jeu a su toucher un autre public. Et du coup, c'est posé la question, est-ce qu'Elden Ring, c'est vraiment le jeu de la formule Soulsborne le plus accessible? Et ça fait débat. Ça fait vraiment débat, cette question. Et ça fait débat, ne serait-ce que le terme accessible qui peut forcément prêter à plusieurs interprétations, parce que accessible, ça veut pas nécessairement dire facile. Exactement. Surtout qu'en plus, je pense qu'on peut faire un tout petit rappel historique là-dessus, c'est que la sortie des jeux From Software, c'est toujours accompagné d'un débat sur l'accessibilité des jeux. Oui. Parce que justement, les From Software sont des jeux qui ont une position qui est très extrême, en gros. Il y a une proposition de jeu, avec ses défauts, ses qualités, soit tu l'apprécies, soit t'arrives à rentrer dedans, soit le jeu te met dehors, et t'as payé ton jeu pour rien, concrètement. C'est une position que je peux comprendre d'un point de vue artistique, et que je serais presque capable de défendre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à une époque où l'accessibilité, c'est quelque chose qui est assez important, et qui commence à être de plus en plus pris en compte dans le jeu vidéo de manière générale, ça fait grincer pas mal dedans, surtout quand tu vois que des gens s'en servent pour... on va pas se mentir, un peu péter plus haut que leur cul, comme quoi, non, mais les From Software, c'est pour les vrais gamers, justement. Ah ouais, non, mais la communauté des FromSoft, elle est d'une toxicité, mon dieu. C'est ça. Et pourtant, on est tous les deux d'accord sur le fait que ça fait partie de l'ADN des jeux. Dire qu'on peut pas faire d'efforts, je pense que c'est un peu se mentir quand même. Complètement, mais... Je suis d'accord que la question de cette accessibilité, je la comprends parfaitement, et j'ai deux points de vue là-dessus, une en tant que joueur pur et simple, et une en tant que créateur. Et en tant que créateur, je comprends parfaitement ce qu'ils ont voulu faire. C'est que ils ont fait un jeu, ils se sont dit, bon voilà, notre jeu, il est comme ça, on y joue comme ça, parce que c'est comme ça c'est comme ça qu'on a pensé l'expérience, c'est comme ça que le joueur doit ressentir l'expérience. Un mode facile, le fameux mode facile, ou ce genre de choses, tout ça, ce serait pas le jeu qu'ils ont en tête. Et en tant que créateur, ouais, je comprends, t'as envie de faire un truc, tu fais le truc qui t'intéresse, toi. Et c'est une posture, effectivement, qui, moi, me parle, parce que si tu commences à créer quelque chose pour un public, tu commences déjà à perdre un petit peu de crédibilité artistique. Oui, surtout qu'en plus, on peut se dire que dans toute forme d'art, tout n'est pas toujours accessible à tout le monde. Et pas d'une façon artiste, c'est juste que par exemple, même dans on va dire des registres de films au cinéma, tous les films ne vont pas donner les mêmes sensations, ne vont pas parler à tout le monde. Tous les films ne sont pas faits pour être regardés par tout le monde, justement. Donc on pourrait dire que le jeu vidéo, ça pourrait être pareil. C'est tout à fait ça. Mais effectivement, après, du côté des utilisateurs, tu peux pas non plus nier qu'il y a beaucoup de gens qui seraient intéressés à l'idée de jouer à un jeu FromSoft, qui sont intéressés par l'univers, qui sont intéressés par la démarche. Mais je parlais il y a quelques années avec quelqu'un sur un forum, Misha, qui était très intéressé par la façon dont les FromSoft distillaient leurs informations dans le jeu. C'est parce que ce storytelling qui leur est plus ou moins propre, parce que j'ai pas trop vu ça ailleurs, qui était très intéressé par ça, mais qui avait un problème, qui avait un souci à la main depuis une opération. Il avait l'une de ses mains qui tremblait constamment. Et ça fait que malgré ses essais, il a jamais pu prendre le jeu en main, malgré tous ses efforts, parce que il avait un handicap physique, ni plus ni moins, qui l'empêchait de profiter du jeu. Ah mais tout à fait, mais de toute façon, on se rend pas compte des petits handicaps invisibles qui peuvent vraiment empêcher certains joueurs de jouer à des jeux. J'en avais déjà parlé, mais moi j'ai mon propre handicap qui est mon daltonisme, qui fait qu'il y a certains jeux, par exemple notamment des jeux de puzzle, que je ne peux pas faire, parce qu'il y a des nuances de couleurs, par exemple, que je ne peux pas voir, tout simplement. Et aujourd'hui, par exemple, dans beaucoup de jeux, il y a par exemple la prise en compte de certains problèmes de vue, notamment le daltonisme, typiquement, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. Il y a les sous-titres qui se sont généralisés pour l'ensemble des jeux vidéo, donc il y a beaucoup d'options d'accessibilité qui se mettent de plus en plus en place. Je pense que pour un From Software, c'est toujours un équilibre à trouver entre qu'est-ce qu'on peut mettre à disposition et qu'est-ce qui ne dénature pas l'expérience. Mais dire que c'est un débat tranché dans un sens ou dans l'autre, je pense qu'il faut quand même à un moment donné
se dire que c'est un débat à avoir, que c'est une question importante. Bien sûr. Et ça se voit parce que finalement, même si c'est pas forcément le plus accessible, ça on va en discuter, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Elden Ring porte en lui une volonté de s'ouvrir à un public plus large et d'être plus accessible. Est-ce qu'il a réussi ? Ça c'est un autre débat, mais par contre il a tenté de le faire, ça se voit. Et toi justement, par rapport à cette question, c'est quoi ton avis ? Est-ce que c'est le plus accessible des From Software ? Alors, sur beaucoup d'aspects, oui. Très, très clairement, alors, ça veut pas dire qu'il est accessible, c'est juste qu'il est plus accessible que les autres. Mais là-dessus, en fait, c'est le plus accessible des... Je le mets en opposition, en fait, avec les Dark Souls, Bloodborne et potentiellement Demon's Souls, dont je n'ai pas joué. De tout cela, je pense que c'est le plus accessible, mais à côté, il y a Sekiro, qui a une démarche très différente des autres. Je dirais que c'est le plus difficile en termes de difficulté brute, mais par contre, il te demande de ne maîtriser finalement, entre guillemets, qu'une mécanique de gameplay. C'est exactement ça. Une fois que tu l'as maîtrisé, finalement, tout le jeu devient une progression permanente. C'est ça, cette mécanique elle-même est assez compliquée, attention, c'est tout ce qui gravite autour, bien entendu, mais dans Sekiro, c'est quelque chose qui est beaucoup plus linéaire, c'est quelque chose qui est beaucoup moins libre en termes d'équipement, t'as un katana, et ça ne changera pas, t'as tes gadgets qui sont en nombre assez limité, etc., etc. T'as beaucoup de façons de diversifier ton style de jeu, mais Sekiro, je le trouvais assez accessible dans le sens où, globalement, il te demande une chose. Et plein de choses qui tournent autour, mais il te demande une chose. Une fois que tu l'as comprise, tu avances, comme tu disais, progressivement. Elden Ring, il part dans l'aspect complètement inverse, et ça, on l'avait vu venir dès qu'ils ont annoncé le jeu, que c'était clairement leur idée. Moi, ça a été mon opinion pendant très longtemps, et je suis assez content parce que je trouve que le jeu l'a confirmé. C'est qu'avec les Dark Souls, les Bloodborne, ils ont cherché à diversifier le plus possible son style de jeu. Avec Sekiro, ils sont partis dans le sens où, tiens, on va voir à quel point on peut polish une mécanique, et que Elden Ring, c'est un petit peu le mélange de tout ça. Dans le sens où il y a la diversité, et une diversité énorme à la Dark Souls, et en même temps, tout me semble un peu plus poli. On est moins sur du... Je sais pas, dans les Dark Souls, y compris dans Dark Souls 3, il y avait un aspect brouillon sur certains aspects que je ne retrouve pas, ou alors très rarement, sur Elden Ring. Alors du coup, une question que je voudrais te poser, par rapport à ce que tu as dit, avant de donner mon avis, c'est que tu dis typiquement que Elden Ring pourrait ressembler, pour vulgariser, à un Dark Souls qui a obtenu finalement le côté polish d'un Sekiro. Mais finalement, vu que tu dis que Sekiro est pour toi peut-être un des From Software les plus accessibles, est-ce que Elden Ring finalement pourrait pas tirer du fait qu'il est à la fois très versatile et que toutes les mécaniques ont essayé d'être polish le plus possible, ce qui fait que finalement c'est un jeu qui est très accessible pour la majorité des gens. C'est un jeu qui, je pense, est effectivement assez accessible, mais c'est ce qui fait sa force, fait également sa faiblesse dans le sens où cette ouverture et le fait que tu puisses effectivement partir sur à peu près n'importe quel build, tu peux jouer à Elden Ring comme tu peux jouer à un Dark Souls, comme tu peux jouer à un Bloodborne, comme tu peux jouer à un Sekiro. Tu peux recréer ces trois jeux dans ton playstyle dans Elden Ring, et plein d'autres. Là-dessus, il est effectivement plus accessible parce qu'il te permet vraiment de trouver le truc qui te correspond. Le problème, c'est qu'il y a tellement de choix, surtout au début, surtout si tu connais pas, que je le trouve très écrasant. Et le fait que tu puisses aller où tu veux et que tu puisses ne pas faire un boss et revenir plus tard, c'est un avantage, et en même temps, ça te met une to-do list qui en fin de compte devient assez oppressante au bout d'un moment, en mode bon bah ok, si je fais pas ça, je fais quoi au bout d'un moment. Donc il est accessible sur certains points, et en même temps, je trouve qu'il est un peu trop sur certains points. Il est too much sur beaucoup d'aspects. Moi j'avoue que je peux comprendre ça, mais pour moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas le plus accessible. Mais même pour une raison de choix de gameplay qu'ils ont fait, justement. Parce que moi, j'ai un avis, c'est sûr, parce que Elden Ring, on parle de son accessibilité, de sa difficulté. Alors, on va être clair, comme tu l'as dit tout à l'heure, Elden Ring, il est dur. Faut pas croire qu'il est facile. Et c'est justement là, pour moi, le truc, c'est... Je pense que, globalement, Elden Ring, c'est celui qui a l'équilibrage le plus tiré par le haut. On dit souvent qu'il y a deux manières d'équilibrer quelque chose quand on fait un jeu, quand on fait des règles pour quoi que ce soit. On peut faire un équilibrage vers le bas, c'est-à-dire on va essayer de rendre les choses qui sont trop fortes moins fortes, pour essayer de donner un sentiment d'équilibre global au jeu, et un sentiment pas trop overwhelming justement sur la puissance globale. Ou à l'inverse, on peut faire un équilibrage vers le haut. C'est-à-dire que, par exemple, si le joueur il a des options qui lui permettent d'être très fort,
bah du coup on va faire en sorte que les obstacles qu'ils rencontrent, ils sont très forts aussi. Et en fait, je trouve que contrairement à un Dark Souls, je prends vraiment Dark Souls comme exemple, parce que c'est celui que je connais le mieux, qui a tendance justement à avoir une expérience qui est très quadrillée, avec des boss parfois qui sont très difficiles, hein, mais globalement, tu sens que les boss sont nivelés en fonction de à peu près le niveau et l'avancement qu'est censé avoir le joueur à ce moment-là de la partie. Pourtant, la structure ouverte et polyvalente d'Elden Ring, elle crée un effet, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance dans les zones et dans le jeu, les boss et même les ennemis de manière générale augmentent très très vite en puissance. Même simplement en puissance, pas simplement la puissance d'attaque, ça peut être le nombre de HP, leur capacité à avoir très rapidement des AOE, de pouvoir les enchaîner, de pouvoir faire beaucoup de coups rapidement, etc. Le dernier quart du jeu, effectivement, est extrêmement difficile là-dessus. N'est-ce pas? Et en fait, justement, c'est là que je me dis que là où t'as raison, c'est que justement le joueur peut vite se sentir perdu, et à la fois, je trouve que Elden Ring, dans le début du jeu, est extrêmement permissif, et il se remet dans un entonnoir vers la fin du jeu, ce qu'on peut comprendre, hein, c'est le but, c'est d'aller jusqu'à la fin du jeu. Et du coup, vu qu'il se remet dans cet entonnoir-là, il se repermet justement de mettre une progression très forte en se disant bah le joueur il est vers la fin du jeu, il doit probablement être niveau 100 ou plus, il doit avoir bien maîtrisé son jeu, son gameplay, on va lui mettre du gros challenge. Le truc c'est que t'as tellement de façons différentes de jouer à Elden Ring, de faire ta première partie d'Elden Ring, on s'en est rendu compte hein, quand on parlait entre nous, même avec d'autres amis, sur nos différentes parties d'Elden Ring, on avait vraiment tous des chemins différents, on n'avait pas rencontré les boss au même moment, au même niveau. Et un truc tout bête, c'est par exemple, toi tu avais dit que tu avais affronté, on va pas donner le nom du boss pour pas forcément spoiler, mais il y a un boss qu'on rencontre assez tard dans le jeu, toi tu l'avais rencontré aux alentours du niveau 140, et il t'a pas posé plus de problèmes que ça. Moi, par le biais des quêtes que j'ai fait, je suis tombé sur le niveau 90, et je suis quelqu'un qui a déjà joué à des From Software, et j'ai pris des heures à battre ce boss. Parce qu'après bon, j'avais un petit peu mon orgueil à moi, Oui, bah ça on connaît. Mais j'imagine un joueur qui serait à ma place. Un nouveau joueur. Elden Ring, c'est son premier jeu. Il a exploré un petit peu partout, il fait les quêtes parce que ça l'amuse, il n'a pas forcément envie de suivre tout de suite la trame principale. Et bam, il réussit à atterrir sur ce boss qui est clairement conçu pour être un boss de à peu près fin de jeu. Ça calme, hein, surtout que technique. C'est ça, surtout que si tu fais la quête du personnage en temps et en heure, tu peux y arriver très tôt. Dans cette zone-là, tu peux y arriver, mais raisonnablement niveau 50. Hein. Oui, tout à fait. Et le truc, c'est que le jeu est vraiment conçu comme ça de manière générale. C'est-à-dire que le joueur a la liberté de faire ce qu'il veut, mais il va y avoir des moments dans le jeu où il y a un skill cap à passer. Et le problème, alors, c'est pas un vrai problème, je dis pas que c'est un problème de valeur ni rien, mais le fait de laisser le joueur décider autant du rythme de son jeu, c'est que ça impose un truc, c'est que le joueur peut tout à fait décider d'y aller très lentement, de monter tout doucement ses niveaux en faisant des petits donjons avant d'aller affronter un boss. Ce qui fait qu'il va jamais rencontrer de gros murs de difficulté. Et c'est un choix que permet de faire Elden Ring. Mais par contre, il y a des moments dans le jeu où ça marche plus. Il y a des boss qui sont vraiment très difficiles. Et il suffit de voir, par exemple, je pense que le meilleur exemple pour ça, c'est Margit. Lui, je pense qu'on peut en parler, il est quand même relativement au début du jeu. Oui, bah c'est le premier mur du jeu. Hein. C'est ça. Et Margit, on l'a vu, si vous allez sur Twitter, si vous allez sur TikTok, si vous allez sur YouTube, pour beaucoup des nouveaux joueurs, Margit, c'est le premier mur. C'est un peu le Horstan et Smog de ceux qui ont fait le premier Dark Souls. C'est le premier mur que tu vas peut-être passer plusieurs heures à passer jusqu'à enfin de réussir. Et le truc, c'est que Margit, tu peux y accéder de plein de façons différentes, soit en fonçant directement vers le château et t'es assez bas level, et dans ce cas, c'est faisable, c'est dur, mais on reste à peu près dans la logique initiale des Dark Souls, c'est-à-dire tu vas rencontrer certains murs de difficulté, tu dois les dépasser, et tu vas avoir un gros sentiment d'accomplissement du fait de faire ça. Ou alors, tu peux décider d'avoir exploré toute la zone, surtout qu'il y a beaucoup de choses à explorer, tu vas monter beaucoup de niveaux, et tu vas pouvoir aller l'affronter. Tu peux d'ailleurs totalement le skip, hein. Précisons-le que le château, il peut être complètement skippé. C'est vrai. Mais c'est là qu'on se rend compte quand même d'une chose, c'est que même avec cette mécanique-là, par exemple, il y a plein de boss, ou pour dire par exemple le dragon du début du jeu, pour des nouveaux joueurs, il peut parfois être un peu compliqué, même la sentinelle de l'arbre par exemple, bah il y en a beaucoup qui sont allés faire d'autres boss, qui ont augmenté le niveau, et qui sont ensuite venus poutrer la gueule des boss plus tard. Margit, ça a pas marché, parce que Margit est conçu comme un boss de Dark Souls plus classique.
il est très fort, il a beaucoup d'HP, il fait très mal, il a des timings d'attaque qui sont assez difficiles à apprendre, il a 2 phases, et il est très violent. Sauf que le jeu t'a absolument pas préparé, même en ayant beaucoup de niveaux, à affronter un ennemi comme ça. Il y avait un souci, alors dans une proportion différente, mais il y avait un petit peu le même souci sur Sekiro, qui te laisse la possibilité de sneak, et les attaques furtives sont beaucoup plus efficaces sur Sekiro que ça ne l'est sur Elden Ring, et où tu peux vraiment complètement maroufler le jeu jusqu'au fameux Genichiro. Et tu peux vraiment faire le jeu jusqu'à Genichiro sans avoir vraiment appris à vraiment te battre, entre guillemets. Sauf que Genichiro, c'est un boss obligatoire, et lui, il teste si t'as su le faire. Comme Margit le fait. Et il y a souvent des murs comme ça dans les FromSoft. Einstein Esmo, effectivement, qui est vraiment le gros mur de Dark Souls 1 et de tous les FromSoft de manière générale d'ailleurs. Je pense à Gehrman dans Bloodborne. Gehrman, qu'est-ce que je raconte, pas Gehrman. Il est un peu tard quand même. Oui, non, Gehrman, le mur il est tardif, effectivement. Gascogne, pardon. Oui, tout à fait. Et Gascogne, lui, si t'es pas prêt, il te calme, hein, Gascogne. Tout à fait. Et donc Genichiro, il n'y avait pas vraiment ça dans Dark Souls 3. Je trouve que la progression était un peu plus smooth dans Dark Souls 3. Bah après, Dark Souls 3 est beaucoup plus linéaire que... Je pense que c'est le From Software le plus linéaire. C'était vraiment un ordre dans lequel tu vas aller faire les zones, quasiment. C'est pas faux, même s'il est au coude à coude avec Sekiro. Je mettrais quand même Sekiro comme étant le plus linéaire. Mais Sekiro, il est un peu conçu comme ça, si tu veux. C'est pas exactement fait de la même manière. Alors que c'est vrai que sur les Soulsborne plus classiques, c'est vraiment Dark Souls 3 qui a la progression la plus linéaire, et finalement c'est celle qui a été le plus appréciée par les joueurs finalement, parce que c'est... T'en as même certains qui disent que Dark Souls 3 est trop facile. Oui, ça c'est la communauté, on en a parlé, c'est des malades. C'est ça. Mais c'est vrai que il y en a beaucoup, et justement ce que je disais c'est que cette question fait beaucoup débat, parce que je vais donner par exemple les gros arguments qui sont donnés dans chaque camp. Pour les gens qui sont nouveaux, pour avoir beaucoup feuilleté justement les avis, différents posts sur des forums ou sur Twitter, dans la communauté de ceux qui découvrent les From Software avec Elden Ring, beaucoup considèrent qu'effectivement c'est le jeu le plus accessible, parce que justement, si tu perds contre un boss, le jeu s'arrête pas. Tu peux continuer à explorer, tu peux continuer à augmenter de niveau, vu que tu vas continuer à affronter des monstres avec d'autres armes, d'autres compétences, etc., tu vas quand même gagner un petit peu d'XP, même tes stats vont être de plus en plus importantes, et en plus avec, on en a pas trop parlé, mais ne serait-ce que les invocations, le multi qui a été refait de manière beaucoup plus facile à mettre en place que dans les jeux précédents, bah finalement t'as plein d'options qui te permettent d'essayer de contourner une difficulté. Donc pour beaucoup de joueurs, c'est quand même une réussite. Mais il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui, justement, je parle souvent j'ai beaucoup mis l'accent sur Margit, c'était justement pour dire que c'est souvent le boss qui a fait rage quit des nouveaux joueurs. Oui. Il y avait notamment... je me rappelle plus son nom, mais c'est un influenceur jeu vidéo qui est assez connu en France, et qui justement c'était son premier From Software, et qui avait expliqué qu'après 20 heures de jeu à avoir exploré toute la partie sud de la carte, il est allé au château de Voile-Orage avec peut-être 50 ou 60 niveaux, donc pas dégueu non plus. C'est clair. Sauf que Margit, c'est un mur. Margit, il a pas réussi à le gérer, trop rapide, trop compliqué, la courbe d'apprentissage est beaucoup plus élevée. Et en fait, le problème, c'est quand pendant 20 heures, le jeu te met du challenge, mais des façons de le gérer, et te récompense en fait assez souvent, un gros mur comme Margit qui tombe à ce moment-là du jeu, c'est une intense frustration. Et ça l'a dégoûté en fait du jeu. Ça peut se comprendre, effectivement. Et dans la communauté justement des From Software, globalement, beaucoup de gens considèrent effectivement qu'il est très accessible, voire trop accessible. Bon, ça me fait beaucoup rire, par exemple, que les gens disent que les invocations, c'est ce qui tue la difficulté de Elden Ring, quand elles ne peuvent pas être invoquées partout, et qu'en plus elles sont optionnelles. Qu'elles sont optionnelles, qu'elles requièrent de la magie, les invocations puissantes, elles te requièrent beaucoup de points d'esprit, donc ça requiert que tu investisses des stats. C'est bon, quoi, calmez-vous un petit peu. Un message à toutes les personnes qui disent que la larme, elle casse le jeu. Alors, potentiellement, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Pro-tip. Et si vous n'êtes pas content contre les gens qui décident de les utiliser, bah mêlez-vous de vos fesses au bout d'un moment. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui disent que le problème de l'accessibilité d'Elden Ring, c'est que justement cet équilibrage par le haut rend surtout le endgame débile en termes de puissance. Et ça, je pense qu'on peut être tous les deux d'accord là-dessus. Oui, complètement. Le joueur est
tellement fort en late game dans Elden Ring, c'est indécent. Si tu builds correctement ton personnage, t'as moyen de devenir complètement craqué. Et tu t'en rends compte parce que l'avantage en plus à Elden Ring, c'est que t'as tous les moyens pour t'en rendre compte parce que tu vas finir par réaliser que t'as oublié un donjon. En repassant un endroit, tu vas faire ah bah merde, j'étais pas venu, tout ça. Et tu vas être au niveau 150, tu vas juste repasser dans les nécrolames parce que t'as donné un truc, tu vas faire ah merde, ça je l'avais pas vu. Tu vas rentrer, tu vas faire le donjon, tu vas two-shot le boss et tu vas faire ah oui, je suis effectivement devenu fort. C'est ça, mais le two-shot, je pense qu'il est même pas exagéré. Oui, pardon, il est même pas exagéré. C'est vrai qu'en late game, par exemple, moi qui jouais double katana, en un combo de 3-4 coups de double katana, je faisais 1880 dégâts. Je n'ai jamais fait des dégâts pareils avec des espadons dans les Dark Souls. C'est pas faux. Alors moi c'était team double espadon, je faisais que des attaques sautées globalement, et une attaque sautée ça me faisait 1004 avec mes 2 espadons. Et on reparlera pas des vidéos qui tournent pas mal avec les bulles de magie qui peuvent vite se révéler. Oui, non mais ça, voilà. Mais tout ça pour dire effectivement que ouais, à partir d'un certain temps, une fois que tu as passé... on va pas trop spoiler, mais une fois que tu as quitté le plateau Altus et la capitale, voilà. Une fois que tu as quitté le plateau Altus et la capitale, c'est là d'ailleurs tu parlais d'un entonnoir, c'est très littéralement ça, parce que tu sors d'une zone très ouverte par vraiment un entonnoir, un couloir qui va t'amener à une nouvelle zone qui s'agrandit un peu. Et à partir de cette zone-là, les boss que tu rencontres, ça commence à devenir compliqué, hein. Ça commence à devenir compliqué, et ça va jusqu'au endgame avec les 3 derniers boss, si je ne m'abuse. Attends, je réfléchis pour pas dire de bêtises. Non, les deux derniers boss du jeu qui sont extrêmement durs. Pour moi, c'était l'avant-dernier que j'ai trouvé d'une difficulté écrasante. Et sans parler des boss optionnels, comme la fameuse Malenia. Spoiler, c'est littéralement le personnage sur lequel ils ont fait la com. Oui, voilà, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Je veux dire, c'est la statuette de la collector. Bon, quand t'as la collector et que tu mets 100 heures de jeu pour la rencontrer, c'est ah ouais, bah il était temps. Mais Malenia, malgré le fait qu'effectivement on soit bien plus puissant, on se sente bien plus puissant que dans aucun autre From Software, Malenia, je le pense sincèrement, maintenant que j'ai eu le temps de décanter son boss fight, je le pense que ça doit être... Alors, dans le top 3 des boss les plus durs de tous les FromSoft, je le pense, et je crois sincèrement que c'est le plus dur. Sachant que dans les boss les plus durs des From Software, il y a des boss comme l'Orphelin de Kos ou Ludwig, tous les deux qui viennent de Bloodborne, qui sont... Oui, c'est ça, dans mon top 3, petite parenthèse, dans mon top 3, je pense qu'il y a l'Orphelin de Kos, Ishin et Malenia. Et après, tu vas trouver des vidéos de gens qui se surbuffent, qui vont rentrer, je l'ai vu moi-même, qui rentrent dans l'arène de Malenia, qui ont le temps de charger un sort surpuissant avant qu'elle ne fasse son attaque, et qui la one-shot. Oui, il y a toujours moyen d'abuser le jeu, ça a toujours été comme ça dans les FromSoft d'ailleurs. Mais quand tu joues, entre guillemets, normalement, donc voilà, on met quand même des grosses guillemets, hein, c'est pour un build normal, même un build optimisé, c'est un boss qui est d'une difficulté mais redoutable. Alors que pourtant, tu l'as dit et je suis d'accord, la sensation de puissance chez le joueur, elle est là. Et c'est intéressant justement que t'aies décrit justement tout ça, parce que pour moi c'est là où le problème commence à se poser vis-à-vis de l'accessibilité. Parce que si même des joueurs habitués à la formule, ont réussi à faire un build suffisant pour être plus forts qu'ils n'ont jamais été dans un From Software, finissent par arriver en fin de jeu en se disant « Ah mais quand même, c'est vachement dur !» J'ose même pas imaginer ce que certains nouveaux joueurs doivent ressentir. Parce que c'est ça, quand je parlais d'équilibrage vers le haut, c'est que la difficulté globale du jeu, surtout sur la fin, a été rehaussée aussi vers le haut. Oui. Sauf que par la progression, par le choix de game design qu'a choisi le jeu, je pense que le joueur est globalement moins préparé à rencontrer des obstacles aussi durs que dans un From Software plus classique. Je suis globalement d'accord, parce que le jeu, effectivement, ça on l'a dit, on le maintient, en début de jeu, le fait de pouvoir faire à peu près le build que tu veux, tout ça, c'est très bien, le jeu il est plus accessible en début de jeu. Mais en fin de jeu, au bout d'un moment, et peu importe le build que tu vas faire, hein, tu vas tomber sur un boss où tu vas te dire « Merde, est-ce qu'il faudrait pas que je change de build ? Est-ce qu'il faudrait pas que j'aille respect ? Est-ce que j'ai pas fait une erreur dans mon build ?» Alors, à la décharge de From Software, ils ont rendu le respect non seulement beaucoup plus facile, parce que dans certains From Software, si tu ratais le PNJ, littéralement, tu pouvais pas respect.
Et là, non seulement tu peux respect plus facilement, mais en plus les objets qui te permettent de respect, t'en as à tir larigot, tu peux respect 15 fois par partie sans aucun problème. C'est sûr, mais tu ne respectes pas que tes stats, il te faut aussi tes armes, il faut aussi tes invocations, tes sorts. Si jamais tu veux changer de build, c'est plus facile, on est d'accord, mais ça demande énormément de ressources. Après, c'est aussi le From Software qui est le plus généreux au niveau des ressources pour améliorer son équipement. Donc on voit que globalement, il y a eu une volonté. Oui, complètement. Donc voilà, donc moi je pense que je dirais mon avis final. Je pense quand même que Elden Ring est le From Software le plus accessible, mais malgré tout, je pense que c'est pas celui par lequel il faut forcément commencer. Moi j'ai un avis qui est très arrêté là-dessus. Je pense que le premier Dark Souls, c'est le meilleur pour commencer. C'est pas le mieux fait, c'est pas celui qui a la difficulté la mieux gérée, c'est même pas celui qui est le plus accueillant pour les nouveaux joueurs. Mais par contre, je pense que c'est vraiment celui qui est le mieux design dans sa façon de s'acclimater à la formule. D'accepter les murs de difficulté, d'accepter que le jeu est cryptique au début, d'accepter en gros que la formule From Software, faut s'y investir pour l'apprécier. Elden Ring, je pense qu'il conviendra quand même à beaucoup de joueurs. Hein. Évidemment, il suffit de voir son succès pour s'en rendre compte. Mais je pense, honnêtement au fond de moi, que Elden Ring va surtout plaire à des joueurs qui auraient déjà apprécié la formule From Software, mais qu'osaient pas y toucher, parce que, à cause de la répute du jeu, élitiste, difficile, que vous allez goûter du sang. Elden Ring a tellement été marketé comme étant le From Software grand public, qu'il y a des gens qui ont tenté l'expérience. Mais ça se trouve, ils auraient autant apprécié de jouer à un Bloodborne, de jouer à un Sekiro, ou de jouer à un Dark Souls. Mais ils avaient pas osé tenter. Ça, c'est mon oui, avis, en tout cas. Je suis globalement d'accord avec toi, dans le sens où, effectivement, c'est sans doute le plus accessible, mais est-ce que c'est un avantage pour un FromSoft, vu la façon sans concession dont on parle au début, quand ils font leur jeu? Est-ce que c'est vraiment pertinent que ce genre de jeu soit accessible? Et c'est pour ça que je te rejoins. Moi, j'ai toujours conseillé aux gens de commencer par Dark Souls 1, même si très clairement, à l'époque, Dark Souls 3, c'est clairement le plus agréable à prendre en main. Et c'est le mieux fait des trois, hein, de très très loin. Oui, non, il n'y a aucun débat là-dessus. Mais effectivement, je te rejoins là-dessus, dans le sens où, commencer par le 1, ça va te mettre face à beaucoup de difficultés, à beaucoup de problèmes aussi, mais qui sont inhérents à la formule, et qui sont améliorés après pour certains, et d'autres qui sont gardés tels quels, parce que c'est des volontés. Et c'est là que tu vas avoir la meilleure expérience d'un jeu From Software tel qu'il est pensé, tel qu'il est censé être joué. Après, je pense qu'on va quand même juste statuer sur un truc, c'est que même si on trouve que cette ouverture, cette accessibilité peut desservir l'expérience de certains joueurs, je sais pas pour toi, mais moi je trouve qu'elle est quand même bienvenue, parce qu'elle a ouvert quand même un vent de fraîcheur en fait dans la série. Ah oui. Et je pense qu'elle a apporté quand même plus de positifs que de négatifs. Je pense, oui, elle est à double tranchant, ça c'est un fait, mais dans tous les cas, je pense que c'est une bonne chose effectivement d'être parti vers là-bas, ne serait-ce que parce que on est tous les deux d'accord sur le fait que les FromSoft et Elden Ring sont de très bons jeux, voire même d'excellents jeux pour certains, et juste s'il y a plus de personnes qui ont envie de s'y lancer là-dedans, tant mieux, c'est toujours une bonne chose. Et puis surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que Elden Ring, c'est le premier jeu de cette nouvelle formule, même si elle reprend beaucoup de choses de Dark Souls, mais voilà, c'est une nouvelle formule quand même. Quand on voit le gap de polish qu'il y a entre un Dark Souls et un Dark Souls 3, on peut imaginer que les prochains jeux de From Software, s'ils suivent la même idée, finalement, on pourrait peut-être espérer que ces défauts, dont on parle maintenant, ils seraient peut-être corrigés, avec d'autres défauts que possède le jeu, bien sûr. Oui, effectivement, tout dépend en fait si pour eux Elden Ring c'est le début d'une nouvelle ère, ou si c'est une expérience comme Sekiro a pu l'être d'une certaine façon. Et ça permet justement d'enchaîner super sur la deuxième question. La transition. Et donc justement, la deuxième question c'est Dark Souls. Voilà, c'est un monument, ça a tellement influencé des jeux, mais même des jeux comme ne serait-ce que Hollow Knight par exemple, que les gens adorent et qui n'aurait probablement pas été Hollow Knight si Dark Souls n'était pas sorti avant. Tout à fait, Hollow Knight qui a lui-même inspiré une tripotée de jeux derrière, je pense à Ori 2 notamment et plein d'autres. Exactement. Et finalement, Elden Ring a toutes les cartes en main pour devenir peut-être le prochain gros monolithe de From Software au sein du jeu vidéo. Il a épuré la formule du open world à une époque où ils commençaient à tous se ressembler et à tous avoir les mêmes codes insupportables. Il a réussi à défricher la formule From Software qui est aujourd'hui devenue omniprésente dans énormément de jeux vidéo action RPG
ou les Metroidvania qui se sont beaucoup inspirés de lui maintenant. Et en plus de ça, il arrive à donner une espèce de démesure et une grandeur au monde qu'ils ont construit qui est vraiment impressionnante. Complètement. Mais finalement, est-ce qu'il aura quand même un impact aussi gros que l'a été Dark Souls? Et moi, je t'avoue que je suis pas forcément certain parce que, pour moi, il y a un jeu qui est cas d'école là-dessus. Je pense que comme moi, t'as joué à Zelda Breath of the Wild. Oui, bien sûr. Alors moi, je suis pas le mec qui encense à la mort Breath of the Wild, même si je reconnais toutes ses qualités, et le fait que j'ai adoré passer du temps sur ce jeu, il a quand même des gros défauts. Mais beaucoup de gens disaient que Breath of the Wild, c'était la nouvelle façon de concevoir un monde ouvert, que c'était un monde ouvert organique, et que ça allait faire date dans le jeu vidéo. Alors je suis d'accord sur le fait qu'il fait date en tant que exemple, et un peu en tant que jeu qui a marqué les joueurs. Par contre, si t'arrives à me citer un seul gros open world qui est sorti en AAA ces 5 dernières années, qui reprend de près ou de loin ce qu'a pu faire Breath of the Wild, je te donne ma pension alimentaire. Est-ce que les contrefaçons chinoises ça marche Non, parce que quand tu regardes bien, justement, en parlant de... Je crois que c'est Phoenix Rising, par exemple, dont on pourrait parler, ou même Genshin Impact, par exemple, c'est sûr qu'ils ont l'esthétique, le feeling un peu, mais pas du tout la façon dont c'est level design, parce que j'ai joué un peu à Genshin Impact, du coup, donc je peux en parler. C'est pas du tout la même intelligence, c'est pas du tout la même intention, c'est pas... Y a pas le même niveau de création de monde ouvert, c'est juste que, vu que Breath of the Wild a très bien marché, en faisant un monde à la Breath of the Wild, bah on sait qu'il y a moyen que ça attire des gens. Mais il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont critiqué Phoenix Rising à sa sortie, parce que justement, sous un look de Breath of the Wild, on se retrouve avec un open world, avec une map surchargée, des actions secondaires à faire partout, comme dans un Assassin's Creed, ou un Far Cry, ou n'importe quel jeu Ubisoft, par exemple. Mm-hmm. Et donc, Elden Ring, est-ce que vraiment il a le potentiel de faire un tel impact quand même un jeu comme Breath of the Wild, tout aussi important et marquant qu'il l'a été, a finalement pas tant influencé que ça son milieu? Alors c'est effectivement une sacrée question, dans le sens où Breath of the Wild, effectivement, ce qui a été le plus repris, en fin de compte, on est d'accord que c'est la forme plus que le fond. Et d'autant que... Alors, j'ai beaucoup aimé la proposition, effectivement, de Breath of the Wild, avec son monde organique et tout ça. On revient un petit peu à ce qu'on disait, même pour les FromSoft, dans le sens où tous les jeux n'ont pas à être particulièrement accessibles, etc. Tous les mondes ouverts n'ont pas à être organiques. Je pense que cette démarche se justifiait parfaitement dans ce qu'ils ont voulu faire avec Breath of the Wild. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose que les mondes ouverts ne lui aient pas nécessairement emboîté le pas, même si un peu plus de mondes ouverts comme ça aurait pas été une mauvaise chose. Mais non, voilà, il a pas nécessairement je trouve qu'il avait pas toutes les clés en main pour marquer durablement les esprits. Est-ce que c'est le cas pour Elden Ring? Très franchement, j'en suis pas convaincu, parce qu'il a pas révolutionné grand-chose, d'une certaine façon, même par rapport à sa propre formule. Il a optimisé beaucoup de choses, il a amélioré beaucoup de choses qui effectivement empêchaient un petit peu. À côté, le gros ajout, c'est son monde ouvert, bien évidemment, parce que c'est quelque chose qu'il n'y avait pas encore dans les FromSoft. On critique souvent, enfin on critique. On désigne assez souvent Elden Ring comme étant Dark Souls 4, Dark Souls en monde ouvert. Et c'est un peu ça. Pas autant que ce qu'on veut bien dire, je trouve. Mais c'est quand même un peu ça, c'est beaucoup de mécaniques présentes dans les jeux précédents, mises dans un monde ouvert. Mais ce monde ouvert, même si il est, tu l'as dit toi-même, et j'aurais pas trouvé de meilleur mot, il est très épuré, sans être chiant, malgré tout, il est juste plus serein, étonnamment. En fait, c'est un truc tout bête, mais ne serait-ce que le fait que tu te dises pas que tu parcours toute la map parce que t'as plein d'activités annexes à faire, plein de récoltables à choper, plein de quêtes secondaires à faire, non. Tu fais le même jeu de A à Z. L'exploration, c'est juste pour le plaisir de l'exploration et peut-être de trouver un objet ou un PNJ qui va peut-être sur lequel tu vas discuter pendant genre 30 secondes avant de continuer ta route. Mais c'est juste pour ce plaisir-là, en fait, que t'explores. C'est ça, c'est le classique, tiens, tu vois cette montagne, tu peux aller dessus. C'est l'aspect classique. Et en fin de compte, je trouve que il s'est aussi pas mal inspiré de Breath of the Wild sur cet aspect-là, justement. Le fait que tu explores pour explorer. Alors, tu vas être récompensé pour ton exploration, bien entendu. Mais en fin de compte, tu explores... Enfin, je trouve que la majorité des joueurs n'explorent pas vraiment pour les récompenses à la clé, mais juste pour découvrir de nouvelles choses, de nouveaux donjons, découvrir de nouveaux boss, vraiment. Je trouve en général que c'est mon opinion personnelle, mais dans les FromSoft, et en particulier dans Elden Ring, découvrir un nouveau boss, c'est toujours plus intéressant que la récompense que tu auras après. Je suis assez d'accord. Mais en fin de compte, c'est pas non plus quelque chose de nouveau qu'il apporte.
Elden Ring, je trouve que c'est un jeu qui perfectionne beaucoup de choses, qui mélange beaucoup de choses ensemble, certaines qui ne viennent même pas de son propre univers à la base, effectivement. Mais il ne révolutionne rien, il n'invente que peu. Et c'est pour ça que je pense qu'il fera pas autant d'actes que Dark Souls. Et il y a sans doute certains aspects qui vont être repris plus tard. Je ne saurais moi-même pas te dire lesquels, attention, hein. Mais je pense qu'il y a effectivement certaines choses qui vont marquer et qui vont être reprises dans d'autres jeux. Et je pense que ça va être vraiment assez minime. Bah moi tu vois, genre, je suis à la fois d'accord avec toi sur le côté... Finalement, vu qu'Elden Ring ne réinvente rien à ce que Dark Souls a apporté aux jeux vidéo, je pense pas qu'Elden Ring en tant que tel va beaucoup apporter. Par contre, je pense qu'il peut changer un truc. Et assez important en vrai. Mettre fin à l'Ubisoftage de tous les mondes ouverts, peut-être. Par exemple, mais en fait, ça va un peu plus loin que ça. Quand tu regardes bien, il y a 2 jeux qui sont sortis. On a souvent moqué février comme étant le jeu où il y a tellement de jeux qui vont sortir qu'on n'aurait jamais le temps de tous les faire. Je pense qu'il y a 2 jeux quand même qui ont cristallisé les attentes. On en a parlé au début, c'est Horizon Forbidden West et c'est Elden Ring. Si on compare les deux, Forbidden West, et quand bien même j'adore Horizon, hein, donc je suis absolument pas là pour critiquer. J'ai pas encore fait Forbidden West, mais je sais que je vais l'adorer. Vraiment, je le sais d'avance. Horizon Forbidden West, c'est un action RPG dans un open world avec énormément de points d'intérêt et énormément de quêtes annexes assez classiques, avec du craft dans tous les sens, avec énormément de loot et d'équipements à récupérer un peu partout. C'est quelque chose d'extrêmement scénarisé, avec énormément de dialogues, énormément de cinématiques. Moi je trouve qu'Horizon c'est un peu une version bien faite et très agréable, mais de cette formule qu'on retrouve dans énormément de jeux qui sortent aujourd'hui. Et en fait pour moi c'est symptomatique d'une chose, c'est que même un jeu pour moi comme Horizon, qui tu vois que Guerrilla Games c'est pas des mecs qui font juste un cahier des charges. C'est des mecs qui veulent faire un jeu génial, avec énormément de bonne volonté et qui se mettent à fond dedans. Mais pour que le jeu marche, il doit quand même suivre un cahier des charges à un moment donné. Il y a des choses qu'il est obligé de faire pour passer. Parce que, on va pas me dire que, surtout par rapport à ce que propose Horizon, je sais pas si t'as fait le premier, toi. J'ai fait le premier, oui. J'ai fait le premier. Horizon était pas obligé de s'ancrer forcément dans un open world comme ça, avec tous les trucs à récolter, avec tous les, par exemple, les champs d'épreuves, avec les quêtes secondaires, etc. et tout, avec toute cette formule finalement. T'avais moyen de faire Horizon Forbidden West différemment, peut-être par exemple en le rapprochant davantage d'un Monster Hunter, par exemple, surtout quand tu vois à quel point finalement le truc le plus intéressant d'Horizon, c'est de très loin la chasse des machines. Bien sûr. Tu vois, c'est une réflexion, hein, parce qu'Horizon est très bien comme il est. Hein. Mais tu vois, c'est là que je me dis que même les jeux qui ont beaucoup de personnalité aujourd'hui, ils sont obligés de s'inscrire dans un carcan, dans un moule, pour pouvoir fonctionner auprès des joueurs, pour pouvoir être marketés correctement, et surtout pour pouvoir avoir des points de repère pour dire est-ce que le jeu est bien ou il est pas bien. Et là, t'as Elden Ring qui arrive. On le rappelle, quand bien même les From Software, c'est des jeux... qui aujourd'hui ont quand même une certaine renommée, notamment depuis Sekiro qui a chopé le Game of the Year, ça personne s'y attendait. C'est vrai. Ça reste une formule de niche qui est pas faite pour le grand public, et là, le jeu arrive en disant on est un monde ouvert dans lequel on laisse le joueur faire absolument ce qu'il veut, avec une carte minimaliste dont on va forcer le joueur à chercher les petites aspérités, les petits dessins qui dénote un petit peu du reste de la carte. Donc en mode vraiment tu cherches comme une carte au trésor quels sont les lieux qui ont l'air intéressants à fouiller, avec une progression absolument pas maîtrisée au niveau du joueur, c'est-à-dire on va tenter quand même de lui raconter une histoire, de lui faire vivre une aventure, mais à aucun moment on va le mettre sur des rails. Ils acceptent complètement que le joueur puisse passer à côté, mais de toute l'histoire, hein, dans l'absolu. C'est ça. Et avec en plus quand même un certain retard technique. Je parle même pas simplement de la pure performance, parce que ça, on sait que la version PC est dégueulasse. Non, oui, on sait. S'il a une direction artistique incroyable, bon, Elden Ring, il est quand même absolument pas au point de ce qui se fait techniquement, surtout quand tu compares à un Horizon qui est absolument incroyable, enfin, qui en met plein les yeux. En gros, c'est un jeu qui a rien pour fonctionner au grand public. Il est difficile, il demande beaucoup d'investissement, il dure très longtemps, mais il dure très longtemps parce qu'il est extrêmement chronophage et sur de l'exploration qui rapporte rien de plus, comme tu dis, que la découverte d'un boss et souvent d'un loot dont on a presque rien à foutre. C'est Foutus Arteria. C'est ça, par exemple. Les champignons.
Les coffres qui renferment les champignons, on en parle. Les champignons. Au bout d'un moment, les plantes, c'est pas du loot violet. Hein. Petite parenthèse, mais les plantes ne sont pas considérées comme du loot violet. Merde. C'est ça. Et quand tu regardes les mini-donjons, des fois ils ont un peu tous la même gueule, surtout les cavernes par exemple, surtout même les catacombes. Enfin, elles ressemblent un petit peu tout, tu vois, il y a un petit peu un aspect Skyrim. Il y a plein de choses qui feraient que Elden Ring pourrait pas marcher. Et surtout qu'il a pas été marketé comme un jeu grand public. Ils ont assumé à fond le côté bon, c'est notre jeu. C'est dans la même veine de ce qu'on a fait jusque-là. Maintenant, c'est en monde ouvert. Mais voilà, c'est un jeu From Software. Et malgré tout ça, il a tout pété sur son chemin. Il a défoncé les ventes de Horizon. Il a même un succès d'estime actuellement. Bon, faut laisser le décanter, bien sûr. Mais on s'attendait à ce que Horizon, surtout avec l'effervescence qu'il y a eu à sa sortie, bah justement, prenne un peu le pas sur le succès populaire d'Elden Ring, et ça n'a pas été le cas. Et moi, je pense que ça montre quelque chose, c'est que contrairement à ce qu'on croit, il y a encore une place aujourd'hui pour des propositions de jeux qui s'inscrivent pas dans une démarche, on va dire, formatée. Elden Ring, comme les From Software, c'est des démarches qui sont très extrêmes. Et même si Elden Ring est plus accessible, il conviendra pas à tous les joueurs. Genre, c'est vraiment pas un jeu qui peut être joué par tout le monde, par plus de monde. Toujours pas par tout le monde. Et je ne le conseillerais pas à tout le monde, tu vois. C'est pas un jeu auquel je dirais, tu peux y aller les yeux fermés. Alors qu'un Horizon, je pourrais dire à quelqu'un, tu peux y aller les yeux fermés. C'est vrai. Tu vas peut-être pas aimer, mais par contre, c'est un jeu plus ou moins fait pour être apprécié par tout le monde. Et malgré tout, bah, ça marche. C'est un jeu qui a beaucoup de personnalité. On pourrait dire finalement que c'est un jeu qui a une âme. Faut voir ce qu'il est aujourd'hui. Et j'aimerais rapprocher ça justement d'un autre truc qui s'est déroulé autour du jeu. Et qui est un peu en lien avec Horizon. Je sais pas si t'es au courant, mais il y a certains développeurs, dont un ou deux développeurs justement de Horizon Forbidden West, qui ont pas mal critiqué Elden Ring à sa sortie sur certains aspects du jeu, comme par exemple son interface, son expérience utilisateur, ou même son design des quêtes, qui est extrêmement cryptique. Et il se fait un giga backlash, qui est pas mérité hein, d'ailleurs, hein, tout le monde a le droit de donner son avis sur un jeu, on est deux connards qui donnent son avis sur un jeu. Bien sûr. On espère bien ne pas se faire harceler pour ça. On est deux connards, non, il y en a qu'un, mais je dirais pas lequel. Je dirais pas lequel. Mais voilà, ils donnaient leur avis. Moi, je pense que les développeurs de Guerrilla, ils s'attendaient peut-être pas à ce qu'Elden Ring leur vole complètement la vedette, donc on pourrait peut-être comprendre qu'ils sont un peu salés, tu vois. Ça peut se comprendre, on est tous humains. Et encore, je trouve que ce qu'ils disent, ça a du sens, hein. L'interface d'Elden Ring, elle pourrait être revue de plein de façons. L'expérience utilisateur, de manière générale, elle est ratée sur plein de sujets, mais elle est ratée si tu la compares à ce qu'on se donne comme cahier des charges aujourd'hui, comme il faut qu'un jeu s'en soit fait comme ça. Il faut que l'interface soit parfaite, il faut que l'expérience utilisateur elle soit optimale, il faut qu'au niveau technique ça défonce tout, il faut qu'on soit top de tous les sujets d'un cahier des charges. Oui, alors que c'est effectivement un jeu qui ne suit pas forcément les standards de l'industrie, quoi. Il a ses propres standards à lui, des fois qui coïncident avec ceux de l'industrie actuelle, bien entendu, hein. Mais quand ça ne coïncide pas, et bah tant pis, merde, allez vous faire voir. C'est ça. Et finalement, c'est ce qui a plu aux joueurs, parce que si on suivait la stricte logique de... Parce que ce qu'il disait, c'est « Je ne comprends pas comment Elden Ring peut avoir un tel succès en ayant autant de défauts. » Bah parce que c'est pas une checklist de qualité et de défauts, justement, qui fait un jeu. C'est ça que j'en parlais au début quand je disais que Dark Souls m'avait beaucoup aidé à revoir ma façon de voir le jeu vidéo. C'est quand tu fais beaucoup de jeux vidéo, quand on a joué à beaucoup, tu fais forcément des comparaisons. Et tu finis par ne plus voir que les défauts et les qualités d'un jeu, mais qu'il a par rapport à tout le reste des jeux de son milieu, finalement. C'est-à-dire que, ça se trouve, tu peux avoir un open world qui est très bien, qui est honnêtement très très bon sur plein d'aspects, mais parce qu'il est pas forcément meilleur que les autres, tu vas dire que c'est un jeu moyen. Alors que ça se trouve, c'est un jeu qui a pris 4 ans de développement, qui a demandé des compétences de malade, qui est un jeu qui, si ça se trouve, un joueur l'aurait tenu en main il y a 10 ans, il aurait dit c'est le jeu le plus ouf auquel j'ai jamais joué. Mais aujourd'hui, en comparaison avec tous les autres, vu que sur un cahier des charges, il y a plein de trucs qui checklistent pas, les gens vont avoir tendance à dire que c'est pas un si bon jeu que ça. Et je pense qu'on a un peu perdu, je pense qu'on a un peu oublié qu'une proposition de jeu forte, avec du sens, c'est un peu plus important qu'un cahier des charges qu'on suit scrupuleusement. Et Breath of the Wild le montrait bien, finalement. Breath of the Wild, il a décidé de casser tout ce qu'il y avait dans un Zelda, et c'était
l'un des trucs les plus risqués à faire. Quand tu vois à quel point la saga Zelda, elle a été codifiée, mais depuis 20 ans. Et tu vois, la méthode Nintendo de manière générale, hein, c'est clairement pas une entreprise qui est connue pour prendre des risques. Bah c'est ça, il suffit de voir ce qu'ils font avec Pokémon par exemple, ils prennent très peu de risques. Et pourtant là, ils ont fait une proposition forte de jeu parce qu'ils avaient envie de la faire, et ils se sont dit, ça marchera peut-être pas. Y a rien qui est prédestiné à ce que Breath of the Wild marche, même avec toutes ses qualités. Et pourtant, bah la proposition de jeu a séduit les gens, plus que simplement le fait que ça changeait ou que ça ressemblait pas à ce qu'il y avait dans un jeu Zelda. C'est simplement que le jeu était bien, donc les gens s'en foutaient. Et je pense qu'Elden Ring, ça montre juste ça. Et ça montre, je pense, un peu d'espoir pour le jeu vidéo. Tu peux avoir une proposition très extrême par rapport à ce qui se fait, de manière générale. Tu peux encore avoir aujourd'hui des AAA avec des gros budgets, un gros budget communication en plus, parce qu'il y a eu un gros matraquage médiatique sur Elden Ring. Et malgré tout ça, ça ressemble pas à ce qui se fait dans les autres AAA. Et ça marche, tout aussi bien si ce n'est mieux. Et ça, j'avoue, ça fait un peu plaisir. Et je reviendrai juste sur ce que tu avais dit un tout petit peu plus tôt. Quand tu disais que, bah oui, effectivement, c'est que on considère des choses sur Elden Ring comme des défauts qui sont juste différentes du format actuel. Et ça me fait beaucoup penser, en fait, à ce que... Alors, pour aller sur un tout autre domaine, le cinéma, ce que Karim Debache essayait d'évoquer dans ses chroniques, quand il faisait Chroma, qui était que... en fin de compte, le cinéma est un langage, les films ne sont jugés qu'à l'aune des autres films. Il disait un travelling n'a aucun sens. Il a un sens parce qu'il est inscrit dans toute une démarche cinématographique qui remonte à des dizaines d'années auparavant. Oui. Et le jeu vidéo, qui est un art assez jeune, hein, dans l'absolu, qui est bien plus jeune que le cinéma, bien entendu, bah, lui aussi, il vit selon les mêmes règles, en fin de compte. C'est que on juge ce qui est bon ou ce qui est mauvais à l'aune de ce qui a été fait auparavant. C'est pour ça qu'il y a certaines choses qui sont évidentes aujourd'hui qui ne l'étaient pas avant. Genre tu parlais de rétro gaming, bon bah c'est un truc que tu as sans doute pu constater plus que moi qui ne suis pas très adepte du rétro gaming, mais que il y a beaucoup de jeux où ils avaient juste pas encore compris que quand tu tapes un ennemi, quand tu tapes un boss, c'est bien qu'il y a un feedback immédiat, une animation, un bruit, un truc comme ça. Ça c'est quelque chose qui n'a pas été compris tout de suite. Et que aujourd'hui, effectivement, ce qu'on considère comme gage de qualité, c'est aussi juste la tradition, d'une certaine façon, qui s'est imposée après toutes les tentatives qu'on a posées. Mais le fait est que tenter de nouvelles choses n'en fait pas forcément un défaut. C'est juste que ça les fait sortir du carcan habituel. C'est ça. Moi, justement, je trouve que l'exemple typique de ça, c'est... Il y a une image qui a beaucoup circulé sur Twitter, c'est... Si Elden Ring avait été fait par Ubisoft, oui. Une interface qui est bourrée de texte, d'icônes, de machin, enfin c'est assez drôle, hein, pour être tout à fait honnête. Oui. Mais je pense que ça montre bien quelque chose, c'est que, on va pas se mentir, quand les premiers open world de ce type sont sortis, par exemple, on pourrait citer Dragon Age Inquisition, qui a été un des premiers gros open world à suivre cette trame-là et qui a très bien fonctionné, de chez BioWare. Personne n'a critiqué la façon dont avait été fait l'open world. Parce que justement, il y avait plein de choses à faire, que t'avais une carte dans laquelle t'avais l'impression que t'avais un gigantesque monde ouvert dans des grandes zones et t'avais plein d'endroits à explorer. Et il y a eu une époque où c'était quelque chose qui était apprécié, parce que c'était une nouvelle façon de concevoir ça, et qui amène aussi des choses positives, hein, ça n'amène pas que des défauts. Tout à fait, il y a qu'à voir Oblivion et Skyrim. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, à l'aune justement de plusieurs années où des jeux ont suivi ce cas de figure, maintenant on voit aussi les défauts. On voit ce que ça a pu retirer à l'expérience de jeu, en plus de ce que ça a pu en ajouter. Et je peux complètement comprendre qu'il y ait des gens qui se disent « Ah finalement, c'est pas quelque chose que j'apprécie dans l'absolu. » Ou en tout cas, ça manque d'expériences qui ne sont pas forcément attachées à cette façon de concevoir un open world. Je suis tout à fait d'accord. Donc voilà. Donc pour toi, Elden Ring, je pense qu'on est un peu d'accord là-dessus, sur le côté... je pense pas qu'il fera autant date qu'un Dark Souls, parce qu'il lui ressemble quand même beaucoup. Mais est-ce que pour l'open world, t'es un peu optimiste comme moi, ou t'es plus réservé? Je suis quand même un peu plus réservé, dans le sens où il y a... Pour l'instant, tout amène à considérer qu'Elden Ring est une anomalie dans le système. Alors c'est peut-être une anomalie qui va en fin de compte se démocratiser, et ça va très clairement en inspirer d'autres. Est-ce que ce sera suffisant pour faire date? J'en suis pas sûr, je l'espère, attention, hein, mais le fait est que j'ai mes doutes. Après, Dark Souls a été une anomalie qui a fait date. Oui, voilà.
Mais il y en a toujours. Il y a des anomalies qui font date, il y en a qui sont oubliées. Il y a la roulette russe, il y a la chance qui joue aussi beaucoup là-dedans. Eh bien, ma foi, je pense que on a globalement fait le tour de toute façon de cette question-là. Il reste la dernière question qui est un peu la question dessert, hein, parce que là, on va complètement partir en interprétation personnelle et en ce qu'on a nous pensé de l'écriture du jeu. Je tiens à préciser que du coup la transition elle est pas ouf pour la troisième question. Elle a pas été aussi bien travaillée que la précédente franchement. On fera mieux, on en a fait une sur deux, pour la prochaine on fera les deux correctement. Mais du coup c'est l'impact de George R.R. Martin au scénario. Et qui ne fait absolument pas l'unanimité, et je ne comprends pas, surtout quand on a joué au précédent From Software, comment on peut dire que Elden Ring ressemble au jeu précédent. Je comprends pas. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors forcément il y a une ressemblance. Ça, bien évidemment, les quêtes de personnages, la plupart du temps, c'est tout le monde qui meurt à la fin, ça il faut pas l'oublier. Mais, je trouve que, et si tu me permets, du coup, je vais commencer. Je trouve que, si je devais juste dire, résumer en un mot, ce qu'a apporté l'écriture de George Martin, c'est que ça a apporté un peu d'humain dans l'histoire. Je suis assez d'accord avec toi. Dans le sens où les quêtes dans les FromSoft ont toujours, je rappelle que moi je remonte que jusqu'au premier Dark Souls, donc ce qu'il y a eu avant c'est pas mon affaire. Elles ont toujours eu un côté dramatique, un côté tragique, un côté théâtral, mais en mode théâtre shakespearien où ce sont les actes, c'est le destin qui guide la main des personnages la plupart du temps. C'est éventuellement une mission, c'est éventuellement un serment. Dans Elden Ring, je trouve que ce qui guide la plupart des personnages, c'est avant tout leur personnalité. C'est quelque chose de... Il y a toujours ce côté très FromSoftien où ils sont écrasés par le monde qui les entoure et il n'y a aucun espoir et ceci, cela. Mais ils prennent leurs propres décisions basées sur leur propre set de valeurs. Et l'une des quêtes qui le montre le mieux, je trouve, c'est toute celle qui tourne autour de Dialos. Je sais pas si tu l'as fait. Je ne l'ai pas trouvé parce que je n'ai pas trouvé ça. Je n'ai pas trouvé. C'est Lania, si je me rappelle bien, ça. Ouais, tout à fait, ça s'invente Lania. Alors, est-ce que tu acceptes que j'en parle ? Oui, tout à fait. Alors, Diallo, c'est effectivement ce personnage avec une belle armure rutilante que tu rencontres pour la première fois à la table ronde. Et donc, qui, comme tu le dis, cherche sa servante, Lania, qui a disparu. Et donc, il te donne des petits détails sur cette Lania, genre, elle sait bien se battre, elle est un peu garçon manqué, mais elle compte beaucoup pour moi, elle m'a toujours beaucoup aidé, etc. Et lui-même, tu sais pas trop exactement ce qu'il cherche. Il est là, il a un but à accomplir, mais tu sais pas exactement ce qu'il veut, il t'en parle pas plus que ça. Ensuite, en te baladant, si tu tombes dessus, tu vas découvrir que cette Lania a été assassinée par d'autres sans éclat, comme eux. Donc, ce qui est quelque chose dans le jeu qui est pas exactement normal. Les sans éclat, ils sont pas censés s'entretuer. Et c'est quelque chose d'assez blasphématoire. Et donc, Diallo se morfond sur son corps et déclare vengeance. Il va dire je vengerai le nom de ma servante, j'étriperai ces sans éclats qui chassent les leurs, car après tout, et c'est une réplique qui revient très souvent, l'histoire de la maison Oslo, son nom de famille, l'histoire de la maison Oslo est écrite dans le sang. C'est une réplique qui va ressortir très souvent, comme un mantra, clairement comme un mantra. Tu le retrouves un peu plus tard à la table ronde, il t'explique qu'il a reçu une invitation de la part des sans-éclats en question, de la part de la faction d'assassins, dirons-nous. Il a reçu une invitation à les rejoindre dans leur guilde de tueurs. Et il te dit, oui, j'ai prévu de l'accepter, comme ça, je vais aller directement là-bas, je les bute. Quand toi-même tu y vas, parce que tu reçois également une invitation, c'est le fameux manoir du volcan, sa série de quêtes se passe là-bas, et là tu te rends compte qu'il s'y est plutôt intégré. Il y est pas à sa place, très clairement, il détonne vraiment avec tout le reste. Mais il a décidé, est-ce que c'est par lâcheté, est-ce que c'est par manque de conviction, ça c'est quelque chose que tu ne sais pas encore vraiment à ce moment-là, mais qu'il a décidé en fin de compte de les rejoindre. Et il te dit, oui, je deviendrai moi-même un champion, car l'histoire de la maison Oslo est écrite dans le sang. Et plus tu avances dans sa quête, plus tu te rends compte que c'est un personnage profondément pathétique, mais au sens premier du terme. Un personnage qui se cherche, un personnage qui essaye d'évoluer dans un monde pour lequel il n'est clairement pas prêt, et qui va en fait aller de loin en loin en essayant de trouver son but. Et son but, il va finalement le trouver plus tard, après avoir quitté le manoir du volcan, parce que il se sentait pas à sa place, et c'est clairement, il a pas les épaules pour être un champion, pour être un assassin, il est pas assez doué, disons-le, pour ça. Il va atterrir dans le village des Jarres, celui qui est que j'avais pas trouvé d'ailleurs dans ma première run, qui est planqué pas loin de la Liurna.
Dans le village des Jarres, donc avec toutes ces petites jarres très sympathiques, et notamment un autre personnage qui a une petite quête là-bas, le môme Jarre, qui vivent leur vie pépère, loin des braconniers, etc. Et lui-même il espère lui-même devenir un guerrier Jarre. Donc ces guerriers Jarres qui sont des guerriers qui sont au sein des Jarres et qui en fait se nourrissent de chair humaine pour devenir plus forts, et qui renforcent leurs Jarres, etc., etc. Lui-même est devenu un guerrier Jarre. On parle très souvent de ses mains très douces, ce qui en dit long, mine de rien, sur un personnage qui se voulait en guerrier. Jusqu'à ce que tu passes un petit peu de temps, un événement arrive, c'est qu'un braconnier a fini par trouver ce village, a massacré la plupart des Jarres. Seul le môme Jarre a survécu, sauvé par Dialos, qui a trouvé en fin de compte son but, non pas dans le fait de devenir un champion, de tuer, mais simplement de protéger les démunis. Et donc qui meurt devant toi en répétant une dernière fois que l'histoire de la maison Oslo est écrite dans le sang. Et c'est un personnage, en fin de compte, dont la quête n'avait aucune raison de mener où que ce soit parce que lui-même ne savait pas où aller. Et en fin de compte, elle ne mène vraiment nulle part, il a juste sauvé une pauvre jarre, ça n'a aucune incidence. Mais c'est une histoire qui a été motivée par des choix, par des erreurs personnelles, et c'est quelque chose que jusque-là, arrête-moi si je me trompe, mais on n'avait vraiment pas dans les FromSoft. C'est pas l'histoire d'un personnage, c'est l'histoire d'une personne, en fin de compte. Bah oui, et surtout, je pense que même sans partir justement dans les quêtes secondaires, moi je vais rebondir sur ce que t'as dit, parce que je trouve que ça s'applique même, de manière générale, à la quête principale. Quand tu regardes bien, on va pas spoiler évidemment les fins d'Elden Ring, mais concrètement, quelles sont les fins de Dark Souls 3 ? C'est perpétuer le cycle, arrêter le cycle, ou potentiellement altérer le cycle pour proposer autre chose. Alors, globalement, oui. Globalement, ça a toujours été un peu le cas dans la majorité des From Software. Et Elden Ring, il fait pas exception non plus, même s'il propose un peu plus de nuances, c'est à peu près le même type de choix. Par contre, il y a une nuance qui est très importante. Dans Dark Souls 3, par exemple, les personnages qui vous guident vers une fin ou une autre ne le font pas par pure motivation personnelle. Ces personnages, comme tu dis, en fait, ils sont écrasés par un destin, par une volonté qui est plus grande qu'eux, et ils ne font qu'accomplir, en fait, ce pourquoi ils sont destinés. C'est d'ailleurs pour ça même que, finalement, dans les From Software, un personnage, un PNJ qui vous conduit vers une fin, tout le long du jeu, va aller vers cette fin-là. Il n'y a aucune remise en question de son idéal ou de son objectif. Il va toujours aller dans cette direction-là. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que la plupart du temps, le PNJ meurt au cours de sa quête. Et qu'une fois qu'il a accompli son destin, comme il n'y avait que ce destin qui le guidait, il n'a plus de raison d'être et il disparaît. Exactement. Et finalement, quand tu décides de choisir une fin, par exemple quand tu décides d'éteindre le feu ou de le rallumer dans un Dark Souls, tu prends un choix qui est le tien, et c'est pas forcément parce qu'un personnage t'a motivé à aller dans une direction, on t'a présenté les différents enjeux, tu as débloqué les différents choix possibles, reste à toi la décision de choisir telle ou telle fin. Alors que dans Elden Ring, quasiment toutes les fins sont mues par un personnage dont c'est sa volonté personnelle d'altérer le cycle ou de le lancer dans telle direction. Je vais pas les spoiler bien sûr, mais quand tu regardes la plupart des fins du jeu, elles sont liées à un PNJ que tu vas apprendre à découvrir, dont tu vas découvrir pas simplement la réelle identité ou ses véritables objectifs, tu vas apprendre pourquoi il le fait. Tu vas apprendre qu'est-ce qu'il cherche à faire avec ça. Et finalement, non seulement déjà tu as cette possibilité d'être un peu influencé dans ton choix par rapport aux motivations du PNJ, parce que ça peut vraiment t'aider à remettre en question certaines choses, mais en plus, les personnages sont vraiment mus par une volonté qui leur est propre de changer les choses. Ils se sentent pas comme étant des élus de quoi que ce soit, il y a même littéralement un personnage qui se soustrait à sa destinée de base pour renverser les choses parce qu'elle considère, elle, que ce n'est pas la bonne chose à faire. C'est vrai. Et quasiment toutes les fins, et quasiment tous les personnages d'Elden Ring fonctionnent comme ça. Il y en a évidemment certains qui suivent un but plus grand, et généralement, il leur arrive pas des choses très agréables. C'est tout à fait vrai. Mais je suis assez d'accord avec toi justement sur ce côté plus humain, mais moi sans même parler de la façon dont t'es raconté l'histoire, moi ne serait-ce justement que l'univers. Parce que oui, l'histoire nous a raconté quand même d'une manière très From Softwareienne, on pourrait dire. Hein. C'est toujours cryptique, c'est toujours raconté par bribes. Mais quand on s'intéresse un peu à l'histoire qui est racontée, on se rapproche quand même beaucoup plus d'un roman de high fantasy à la Trône de Fer
qui a une histoire de dark fantasy, comme peuvent l'être Dark Souls, ou même d'autres œuvres de dark fantasy dont il s'inspire sans se cacher, comme Berserk par exemple. T'as une vraie notion de world building, de faction, en fait d'histoire avec un grand H dans Elden Ring, que t'as pas forcément dans les Dark Souls. Par exemple, pour te donner un peu un comparatif, si tu prends Dark Souls 1, alors tu as une histoire quand même, hein. Y a la flamme qui s'est allumée, y a Gwyn qui a affronté les dragons, puis après y a eu la marque qui s'imposait, la flamme a commencé à vaciller, etc. Entre guillemets, t'as évidemment une histoire qui remonte à plus loin que le jeu. Mais en fait, t'as presque l'impression que t'as juste eu une série d'événements qui a amené au jeu, mais finalement la majorité des événements importants, ils se passent pendant le jeu. Ah, j'exagère beaucoup, hein, je caricature beaucoup. Mais t'as pas forcément l'impression que le monde a beaucoup vécu avant toi. Alors que dans Elden Ring, quand tu vois le nombre de factions, d'interactions, le nombre de guerres différentes qui sont mentionnées, qui ont eu un impact sur le développement du monde, le nombre de personnages qui ont eu un impact à un moment donné sur comment le monde a évolué, c'est là que tu vois que l'histoire a pas été construite de la même façon, en fait. Je dis pas que c'est moins bien ou que c'est mieux, c'est juste que ça a pas du tout été fait de la même façon. Je mettrais un petit astérisque à ce que tu as dit, dans le sens où, personnellement, je trouve que... Je suis globalement d'accord, attention, hein, mais avec le premier Dark Souls notamment, et également avec les autres, hein, c'est pas que... J'ai pas l'impression que le monde n'a pas vécu, c'est qu'au contraire, le monde a énormément vécu avant toi, et que là, maintenant, c'est fini. Toi, tu arrives à l'époque où il ne se passe plus rien, où tout est terminé. Tu arrives dans un monde en déliquescence où l'histoire, elle est derrière toi. Là, t'es censé mettre le point final et c'est tout. Alors que dans Elden Ring, il y a eu énormément de vécu avant, mais cette histoire, elle vit encore dans le monde actuel et les conséquences, y sont encore. Alors que dans Dark Souls, c'est que l'histoire est terminée, maintenant tu te tiens juste sur les ruines. C'est vrai, en vrai t'as raison, c'est peut-être ça qui donne un peu ce sentiment de... finalement, c'est peut-être pour ça que j'avais pas forcément l'impression qu'il s'était passé beaucoup de choses, parce qu'en fait t'as presque l'impression que tout s'est déjà passé. Donc, tout est déjà fini en fait, parce que sinon, ouais, tu peux dire beaucoup de choses. Il y a eu la guerre contre les dragons, il y a la femme qui vacille, et il y a aussi toute la guerre dans Dark Souls 1, j'entends, hein, contre le chaos. Toute l'histoire des Sœurs du Chaos, qui est une histoire qui se répercute dans le monde entier. Ça, rien que ça, mais il y a de quoi écrire un roman rien que là-dessus, sur tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Et sans parler de toute l'histoire d'Artorias, qui est tellement touffue qu'ils en ont refait un DLC où tu remontes littéralement dans le temps, à l'époque où il se passait encore des choses. Parce qu'à ton époque à toi, c'est fini, c'est la fin de tout. Et c'est encore plus appuyé dans les Dark Souls 2 suivants, alors Dark Souls 2 faisant légèrement exception à ça, dans Dark Souls 3 en particulier, où effectivement, là, le cycle est tellement revenu en boucle que même les ruines ne sont plus des ruines, elles tombent en cendres. Et là encore, quelque chose qui est encore plus explicité avec le dernier DLC, où il ne reste plus rien. Dans les Dark Souls, dans même Bloodborne, t'es à la fin des temps. T'es à la fin d'une époque, et en fin de compte, peu importe ce qui va se passer après, il y aura soit quelque chose de complètement nouveau qui fera de table rase du passé, et dans le sens, tu vas couper le fil de l'histoire pour en commencer un nouveau, soit tu vas le perpétuer dans un cycle qui n'a aucun sens. Alors que dans Elden Ring, il y a une continuité. Il s'est passé des choses avant, et toi, tu vas la faire évoluer. Tu vas pas couper court, sauf peut-être éventuellement avec la fin de Ranni. Pareil, je vais pas donner les détails, mais avec la fin qui est motivée par la quête de Ranni, ok, tu vas vraiment mettre fin à l'époque d'avant pour passer à l'époque suivante. Et c'est une transition, en fait, qu'on t'amène par le personnage, par cette interminable quête. La quête de Ranni est très très longue. Et en fin de compte, tu l'as quand même ta transition. Même si tu passes d'une époque à l'autre, il y a une transition que tu vis. Et donc, il y a tout ce côté très, très humain, très organique qui parcourt le jeu. C'est une histoire qui a été écrite par ces personnages. C'est vrai. Je pense que c'est la meilleure manière de le définir. C'est finalement, Elden Ring, c'est une histoire de personnages. Il suffit de voir simplement à quel point les personnages secondaires dans Elden Ring sont justement beaucoup moins cachés, beaucoup plus mis en avant que dans les jeux précédents. Là, des personnages secondaires, t'en as plein. En plus, ils ont même rajouté dans une update récente la possibilité de les pister sur la map pour être sûr et certain de savoir où ils sont. Parce que le jeu t'encourage à les découvrir, à leur parler, à apprendre qui ils sont, quelles sont leurs motivations. Parce que c'est très important, parce que le choix de fin n'est pas effectivement un choix de simplement perpétuer le cycle ou l'arrêter. C'est le monde se meurt, tu as la possibilité de choisir dans quelle direction il va évoluer à l'avenir, et on t'en propose. Actuellement, je crois qu'il y a 6 ou 7 fins qui ont été découvertes,
et il y a encore des gens qui pensent qu'il y a des fins cachées en fonction de comment tu pourrais trigger certains événements. On a comme ça, je sais pas. Il me semble qu'il y en a 5, attends, je réfléchis. Je vais juste te donner le PNJ à la limite auquel elles sont liées sans... Parce que pour moi, il y a Rani. Alors, il y a évidemment la fin de base, hein. Il y a Rani, il y a Fia, il y a le coprophage. Le coprophage, il y a le masque de mort. Il y a le Monsieur Soleil. Et il y a la flamme exaltée. Il y en a 6, effectivement. Donc actuellement, ce sont les 6 fins qui ont été découvertes, et j'en en dirai pas plus pour spoiler, mais par rapport à certaines théories qu'ont les gens sur les liens entre certains personnages, et par rapport au fait qu'il y a vraiment des zones du jeu qui peuvent être skippées par des raccourcis d'une certaine manière, il y a des gens qui pensent que, selon un certain trigger d'événement, il y aurait peut-être d'autres fins cachées qui existeraient. Et quand on voit qu'on a découvert que très récemment qu'il y a des portes qu'on doit frapper 50 fois pour les ouvrir, je pense qu'ils ont peut-être raison. C'est possible. Surtout que l'une des fins, effectivement, est liée à un item en particulier qui te crie à la gueule que tu peux avoir une variation de cette fin-là. Oui, je pense qu'on sait à peu près tous les deux... Oui, voilà, je vais pas donner les détails parce qu'effectivement, là, c'est très intéressant en plus. Mais clairement, le jeu, il t'amène à croire en tout cas qu'il y a quelque chose d'autre, qu'il y a quelque chose de caché. Et en même temps, ça a toujours été... C'est toujours lié au storytelling des FromSoft. Et ça, George Martin ou pas, ça reste dans Elden Ring. Tu as l'impression toujours de nager dans le secret, et à chaque fois que tu lis un truc, tu as l'impression de faire une découverte. Et ça a toujours été dans l'ADN des jeux. Bah typiquement, tu sens qu'il y a quand même un beau mix de ces univers-là, parce que il y a beaucoup de spéculation là-dessus. Il y a encore eu aucune déclaration officielle de à quel point et sur quel point précis George Martin a vraiment participé à l'écriture, que ce soit sur son blog à lui ou des déclarations de From Software. Néanmoins, ce qui a l'air de faire à peu près consensus dans les sources qu'on a, c'est que George R. Martin aurait fait pratiquement tout le world building, évidemment avec Miyazaki à la consultation. Mais en gros, Martin avait pour rôle de s'occuper de tout world building, de tous les personnages et de toute leur histoire. Et ensuite, Miyazaki devait ruiner ce monde, en gros. Non mais c'est littéralement ça. Il est doué pour ça. Il devait lui donner en fait ce côté, plutôt que d'avoir immédiatement conçu un monde qui était en ruine, et d'expliquer pourquoi il l'a été, et ça se sent qu'il y a eu cette démarche-là qui a été appliquée, c'est que t'as presque l'impression dans Elden Ring que tu découvres le monde avant de découvrir pourquoi il a été ruiné en fait. T'apprends à découvrir les factions, les lieux, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait, leur motivation. Et petit à petit, tu commences à apprendre quelles sont les véritables implications, notamment du cercle d'Elden, hein, qui est littéralement le vif du jeu. Sans spoiler, à quelle entité ou pouvoir ça pourrait être potentiellement associé. Ce qui rappelle beaucoup Bloodborne, hein, d'ailleurs. Hein, là, tu sens bien la patte de Miyazaki. Il y a un côté très Bloodbornien dans la fameuse volonté supérieure, là. C'est ça. Et sans spoiler, en plus, quand tu découvres ce qui est arrivé à Miquella, notamment, l'un des demi-dieux, on spoil pas, mais en gros, on apprend ce qui est arrivé à un de ces demi-dieux à un moment donné dans le jeu. Et ça nous laisse clairement entendre que y a énormément de choses que le jeu ne nous dira jamais, mais qui se jouent encore à un autre niveau, que ce soit d'existence ou de compréhension, que ce qu'on est en train de vivre dans les Entreterres au moment du jeu. Et ça, c'est typiquement Bloodborne, et c'est quelque chose que je trouve génial qu'ils aient réussi à mettre ce feeling-là, alors que Bloodborne, c'est peut-être le From Software qui est vraiment le plus particulier. C'est vraiment le plus cryptique, je trouve, effectivement. Et en même temps, avec tout ce côté Lovecraftien, il se devait d'être cryptique. Bien sûr. Mais tu vois, typiquement, Miquella, je te rejoins à moitié parce que je pense s'il y a un DLC à faire sur un truc qui est déjà existant, je pense que ça va être pour explorer tout ce qui tourne autour de Miquella. Alors ça se trouve, j'ai réfléchi, tu vois, je me suis dit, tiens, sur quoi est-ce qu'ils vont pouvoir faire un DLC? Quel est le point de l'intrigue qui mériterait d'être exploré? Moi, je vois vraiment Miquella être développé là-dedans. Soit ça, soit le Prince de la Mort, mais le Prince de la Mort étant lié plus ou moins à l'une des fins. Pareil, là, j'en parle pas trop, mais je suis pas sûr que ce soit très intéressant de parler de ça. Il y a peut-être aussi la guerre qui est mentionnée au tout début, au tout début de l'histoire en gros du jeu, qui aurait été une guerre entre les géants et le début de l'ordre doré. Oui, ou alors peut-être les origines de la putréfaction écarlate éventuellement qui pourraient être évoquées aussi.
Mais pour moi, la vraie piste vraiment solide pour moi pour un DLC, pour l'instant, ce serait Miquella. Donc peut-être effectivement que c'est toi qui as raison et qu'en fin de compte, tout le plot point Miquella va rester un truc cryptique et que dans 6 mois, on va enfin faire le lien entre deux choses et faire ah mais oui, mais c'est bien sûr. Non, mais par contre, justement, c'est par rapport à ce que je te disais, justement, je pense qu'effectivement, t'as raison sur le fait que là, ça peut être intéressant. C'est qu'étant donné à quel point c'est cryptique et ce que ça peut induire comme, entre guillemets, autre niveau de compréhension de comment fonctionne l'univers d'Elden Ring, l'idée de l'explorer pour découvrir ce qui s'y passe, c'est une excellente idée de DLC, en fait. Ce serait un coup à ne pas manquer, même si pour Sekiro, on l'attend toujours. Donc, pour Sekiro, on l'attend toujours et on l'attendra longtemps, je le crains. je crains qu'on l'attendra très longtemps. Et surtout, ça a toujours été, je trouve, là encore, en faisant exception de Dark Souls 2, qui avait une approche des DLC un peu différente. Mais pour Dark Souls 1, 3 et Bloodborne, je pense que ça a toujours été ça qui a motivé les DLC, c'est de explorer un point de l'intrigue. Dark Souls 1 avec Artorias et tout ce qui tournait autour, bien évidemment. On en entend énormément parler d'Artorias. Dark Souls 3, le premier DLC, bah, il t'amène dans le monde peint d'où était originaire Sullivan, et ça, dès le jeu de base, tu sais que Sullivan en vient. Et donc, il explore un peu plus aussi toute la quête de Yuria, qui te parlait de ses 3 sœurs, et effectivement, à la fin du jeu, si tu fais sa fin, tu ne vois que 2 des 3 sœurs, donc vous pouvez passer à la 3e, etc., etc. Et pour Bloodborne, bah, effectivement, toute l'histoire des vieux chasseurs, de l'origine des premiers chasseurs, et notamment de Lady Maria. Ils construisent toujours sur des choses qu'ils ont abordées. C'est toujours une façon d'agrandir en fin de compte le monde. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils ont pas fait le DLC sur Sekiro, parce que en gros, la majorité des gens pensaient que le DLC de Sekiro porterait sur l'épéiste Tomoe, tout à fait, qui était considéré comme une légende. Du coup, aurait aimé d'ailleurs pouvoir affronter Tomoe. Mais la vérité, c'est qu'il n'y avait pas tant de mystère en fait autour de ce personnage. Il y avait une légende, il y avait des hauts faits qui lui étaient rapportés. Mais en soi, c'était pas le point de l'univers le plus cryptique. De toute façon, Sekiro est pas le plus cryptique des From Software. C'est presque celui qui est le plus clair dans sa démarche et dans son histoire, à quelques exceptions près. Tout à fait. Un DLC vraiment pertinent pour Sekiro et qui n'aurait jamais pu avoir le jour, c'est juste d'explorer l'une des fins. Parce qu'effectivement, t'as l'une des fins qui... Sans spoiler, je pense que ce serait plutôt la fin Shura, par exemple. Effectivement, soit la fin Shura, oui, et dans le sens où l'autre fin, ce qui pour moi est sans doute la true ending, avec la fin... comment la décrire? Je ne sais plus. Mais la fin où ils vont en Chine. Oui. Globalement, hein, c'est ça. Là, il y aurait clairement beaucoup à faire, mais dans le sens où c'est tellement beaucoup que s'ils veulent faire un truc dessus, ce sera un autre jeu, en fait. Mais je pense pas qu'ils le feront parce que ça impliquerait de rendre une fin canon. C'est vrai que c'est pas comme un Dark Souls où... Après, on dit ça, mais finalement, Dark Souls 2 et Dark Souls 3 partent du principe que les précédents personnages ont rallumé la flamme, et ne l'ont pas éteint. Oui et non, parce que dans le sens où oui, ils partent un petit peu de ce principe-là, mais où ils te font aussi passer un message en mode, en fait, peu importe le choix que tu fais, il y aura toujours un connard qui va venir derrière toi, et qui va rallumer la flamme même si tu décides de le faire. C'est pour ça que pour moi, la seule vraie fin, en fin de compte, de Dark Souls 3, c'est la fin usurpation du feu. Parce que c'est la seule fin où tu t'assures que personne ne pourra rallumer la flamme. Moi, je dirais juste une toute dernière chose dans l'impact de George Martin, justement, à l'écrit. Oui, c'est vrai qu'on s'était un peu éloigné. Oui, mais finalement, ça... Discuter de comment sont écrits les From Software, ça permet un peu, justement, de comprendre, en fait, pourquoi est-ce qu'on a cet impact-là. Je pense, en fait, que là où les gens ont peut-être eu des déceptions, c'est parce qu'ils s'attendaient peut-être à Game of Thrones, en fait. Oui. C'est très caricatural de dire ça, mais il est surtout connu pour Game of Thrones. Je pense qu'on peut résumer ce que les gens s'imaginent de l'écriture de Game of Thrones comme étant de la politique très complexe, des personnages qui prennent des décisions importantes et qui ont un gros impact, et généralement une intrigue politique... Mais faut pas oublier qu'avant d'être un écrivain de Game of Thrones, George R. Martin, c'est avant tout un écrivain de fantasy. Game of Thrones, c'est un univers qui est pas réaliste, mais c'est un univers qui se veut assez terre à terre quand même, avec quelques dragons, un peu de magie et des marcheurs blancs, mais dans le fonctionnement médiéval de sa société, on va dire, il reste assez terre à terre.
Parce que la magie, les dragons, tout ça, c'est une altérité. C'est justement quelque chose qu'ils essaient de repousser, qui est le monde j'allais dire de la Terre du Milieu, non, de Westeros. Le monde de Westeros est un monde justement qui rejette toute cette magie, et c'est pour ça que ouais, tu peux le considérer comme réaliste, parce que les marchands blancs ils sont éloignés par un mur, les dragons ils sont carrément sur un autre continent, la magie du Seigneur du Feu et tout ça, c'est de la bonne magie avec un aspect bien chrétien, bien critique, c'est de la magie des vieilles histoires et tout ça. Donc c'est effectivement un monde qui se veut, à la base en tout cas, beaucoup plus ancré limite dans le médiéval fantastique que dans le fantasy. Oui, tout à fait. Et en fait, je trouve que justement, ce qui ressort de Elden Ring, c'est pas cet aspect, justement, on pourrait dire Game of Thrones, de comment on aurait pu l'écrire, mais c'est le fait que Elden Ring est vraiment beaucoup plus ancré dans des carcans de l'heroic fantasy, justement. Oui. Ne serait-ce que par la façon dont les lieux sont nommés. C'est un truc tout bête, hein, mais si vous vous penchez un petit peu de la façon dont ont été nommés, par exemple, les châteaux forts en France, ou même différents lieux, places fortes, qui a eu lieu au Moyen-Âge, si par exemple vous aviez un château construit en hauteur sur par exemple une colline ou une montagne et qui faisait face au lever du soleil, c'était le château de Haut-le-Vent. Et ça suffisait en fait. Et beaucoup de noms étaient construits comme ça. Le fait que des personnages, enfin les personnes d'une même lignée, d'une même famille, portaient des noms avec les mêmes racines, les mêmes structures, c'est des choses qui sont assez courantes dans l'heroic fantasy parce que c'est des choses qui sont reprises pas forcément du réalisme du Moyen-Âge, mais par contre des écrits du Moyen-Âge, des légendes et de tout ce qui a été conté autour du Moyen-Âge. C'est des tropes qui sont très connues, qui n'existent pas du tout dans les précédents From Software, alors que par contre, dans Elden Ring, c'est que ça. Ah oui, non, mais complètement. Là, comme ça, attends, sur les lieux, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Voile l'orage, bien évidemment, même Nécrolimbe, quand on y réfléchit, le Bastion. Le Bastion, dont on s'est beaucoup moqué, mais qui en fait fait beaucoup de sens. Le Bastion, on a Solcastel, que j'étais en train d'explorer tout à l'heure, donc voilà. Littéralement le château du soleil. Et puis tu as Godfrey, qui a donné naissance à Godwyn, et à Godric. Bon. On a tout le côté, alors, Michaela, avec sa jumelle Malenia. On a un personnage qui y est lié, qui s'appelle Millicent. On a la servante Milena, qui est clairement liée d'une façon ou d'une autre, même si le jeu ne le dit pas précisément. On a Renala, qui est la maman de Rani, qui était mariée à Radagon. Effectivement, il y a vraiment ces racines qui sont très claires et qui te font comprendre les liens entre les personnages très vite. Bah justement, le fait que Milena, elle est de toute évidence liée d'une façon ou d'une autre à Malenia, le fait est qu'on n'a pas vraiment d'indice dans le jeu à part son nom. Mais la façon dont c'est construit, ça rend ça d'une évidence à toute épreuve. C'est ça, parce que finalement, la seule chose qu'on sait de Malenia, de par son titre, c'est que c'est la lame de Michaela. Elle est là pour la protéger, pour la servir. Mais on comprend qu'elles ont un lien de parenté, qu'elles sont liées concrètement, par justement leur nom, ne serait-ce que ça. Et c'est une façon très organique en fait de construire un univers d'heroic fantasy. On pourrait dire même très classique finalement, ça révolutionne rien. Mais je trouve que c'est, ne serait-ce que quand on voit ça, et qu'on voit à quel point finalement, dans Elden Ring, en fait c'est une poignée de personnages importants d'une même lignée royale qui ont foutu le sbeul complet sur l'ensemble des Entre-Terres en fait. J'y mets quand même un petit haut là parce que c'est quelque chose qu'on avait aussi dans Dark Souls 1. Avec Guinevere et Gwendoline. Et après c'était cohérent parce que Gwyn c'est un gros con, il aimait bien mettre son nom partout. C'est ça. Mais il y avait que lui et c'est quelque chose qu'on n'a pas retrouvé ailleurs. Ouais, mais je trouve que dans Dark Souls 1, t'avais quand même le fait que t'avais aussi les autres personnages, tu sais, dont il fallait récolter les âmes pour remplir le calice, qui étaient aussi assez importants. T'avais par exemple Sif, par exemple, qui était aussi quelqu'un d'important. Tu vois, genre, je dis pas que Gwyn n'était pas important, parce que de toute façon c'est le boss final de Dark Souls 1, donc évidemment qu'il est important. Mais tu voyais que il n'était pas forcément beaucoup plus important que d'autres personnages dont on entendait souvent parler, notamment Artorias, ne serait-ce que lui qui littéralement est le chevalier qui est lié à plus ou moins personne, mais qui a fait toute la légende en fait du lore du jeu. T'en entends parler partout. T'as beaucoup de personnages qui sont plus ou moins liés à lui, mais pas parce qu'ils sont des familles, mais parce que ce sont d'anciens compagnons, d'anciens mentors, d'anciens ennemis.
Et finalement, les personnages dans Dark Souls 1 qui ont fait l'histoire du jeu sont pas nécessairement ceux dont t'entends le plus parler ou les plus importants. C'est vrai. Alors que dans Elden Ring, c'est complètement le cas. Une vision royaliste de l'histoire, bien entendu, l'histoire écrite par les puissants, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'on peut dire qu'Elden Ring est un jeu de droite? La pire manière de finir ce podcast. Alors, si Elden Ring avait un droit de vote, est-ce que tu penses qu'il voterait Zemmour? Une blague qui va pas du tout être datée en plus dans 2 semaines, c'est très bien. Non, les sans éclat, rentrez chez vous. Mais bon, je pense que c'est justement peut-être l'occasion justement de conclure ce podcast, sauf si t'as quelque chose à ajouter par rapport à George Martin. Non, pas du tout, effectivement. J'ai mon opinion sur si Elden Ring est de droite ou pas, mais je ne vais pas la donner en public. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Mais du coup, si on pouvait se donner un mot de la fin, justement, vis-à-vis d'Elden Ring, si tu devais en tirer un mot de la fin, ce serait quoi? Essayer langue métrou. Ah, elle était facile, celle-là, elle était facile. Elle était facile. Et en plus, si je devais faire un truc spécifique à Elden Ring, j'aurais juste dû mettre chien. Parce que le essayer langue métrou, il existe depuis le premier Dark Souls, peut-être même depuis Demon's Souls. C'est ça. Là, en vrai, voilà, c'est... Fort-nuit, Bord-Seigneur. Moi, mon préféré, c'est Bord-Seigneur. Mais plus sérieusement, effectivement, si je devais dire un truc sur Elden Ring, alors déjà, bien évidemment, on est tous les deux d'accord là-dessus, c'est un excellent jeu. Excellent jeu dans le sens où... alors, il y a plein de sens différents, mais moi, celui que je retiens, c'est que, comme les autres FromSoft, c'est un jeu qui a identifié très clairement ce qu'il voulait faire, et ce qu'il ne voulait pas faire, et qui a parfaitement réussi à remplir son propre cahier des charges, en fin de compte, qui n'est pas forcément en accord, comme on l'a dit, avec ce qu'on est en droit d'attendre de l'industrie actuelle. Mais voilà, il a déterminé qu'il voulait faire ça, ça, ça et ça, il ne voulait surtout pas faire ça, ça, ça et ça, et je trouve qu'il a parfaitement réussi là-dessus. C'est un jeu, en fait, qui a tenu ses promesses, tout bêtement. Et que, rien que pour ça, déjà, c'est un jeu qui mérite d'être connu, et qui a le succès, je pense, qu'il mérite. Il a des défauts qui sont très réels, certains qui sont inhérents à la formule et qui ne seront pas réglés, d'autres qui doivent être réglés. Et je pense pas forcément que aux défauts techniques, hein, même si l'état actuel de la version PC est scandaleux, très clairement. Mais voilà, ce Elden Ring, ça reste un jeu sans concession. Est-ce que c'est pas un peu le jeu de la maturité? Et à côté, ouais, c'est un peu un jeu sans concession dans le sens où, tous les FromSoft, il a décidé ce qu'il voulait faire, et il le fait. Et je trouve qu'il a très bien réussi à le faire. Et toi, quel est ton mot de la fin? Moi, je dirais que ce que j'apprécie particulièrement d'Elden Ring, c'est qu'il a réussi, je dirais pas à démocratiser la formule From Software, parce que je pense qu'elle était déjà démocratisée depuis Sekiro, mais il y a beaucoup de gens qui se sont cassés les dents sur Sekiro, dont moi avec mon premier essai. Ce que j'aime bien par contre de la part d'Elden Ring, c'est qu'il a réussi à casualiser la formule From Software, pas en le rendant plus facile, mais juste à enfin péter cette espèce d'image qu'avaient les jeux From Software, que c'était des jeux d'élitistes, pour des élitistes, que si tu n'arrivais pas à faire un From Software, t'étais pas un vrai gamer, et surtout que ça a intimidé des joueurs qui se considéraient comme étant pas forcément très bons, techniquement parlant, donc il y avait des difficultés, et qu'osaient même pas ne serait-ce qu'essayer les jeux. Parce que c'est une chose de tester un jeu et de se dire, c'est pas pour moi. Bien sûr. Quand tu penses à tous ces gens qui ont jamais testé un From Software de leur vie parce que on leur a répété toute leur vie que c'était pas des jeux faits pour eux, qu'est-ce que je suis content qu'aujourd'hui on puisse dire que Elden Ring c'est le Dark Souls casu. Quand bien même ça c'est pas vrai sur certains aspects, je pense qu'il est vrai sur le côté valeur morale de la chose. Et je trouve que c'est une excellente chose. Et c'est peut-être justement une promesse d'avenir pour plus de jeux dans ce type, fait peut-être par plus de studios, en visant peut-être des publics plus larges. Moi, je vois que de la bonne chose là-dedans. C'est contrairement à ce qu'on peut croire, même un jeu qui a une proposition extrême et qu'on veut pas forcément voir changer, plus il y a de monde qui y joue, plus on aura de jeux comme ça, et plus ils auront de moyens pour faire des jeux encore meilleurs. Donc, puis bon, le jeu vidéo, ça se partage, quoi. C'est complètement con de se dire que le jeu il est meilleur parce qu'on est trois pélos à savoir y jouer et à savoir que le jeu existe. C'est ça, n'en déplaise à la communauté, dans le sens où c'est un jeu qui a réussi à garder son âme d'une certaine façon, alors c'est un grand mot, hein, mais tu m'as compris, qui a réussi à garder son âme tout en s'ouvrant aux autres, c'est effectivement juste un avantage en fait. C'est ça. À la limite, si effectivement Elden Ring avait perdu sa substance à cause de son ouverture, on aurait pu encore remettre ça en question.
Là, on a très bien vu qu'ils sont capables de faire les deux. Faut juste arrêter de faire chier. Ça me semble être une très bonne conclusion. Arrêtez de faire chier et jouer à Elden Ring. Bah du coup, je te remercie en tout cas de m'avoir donné de ton temps. Bah merci à toi, c'était très sympathique de parler de mon jeu préféré du moment, donc je suis toujours partant. Et du coup, nous, on va se reperdre encore dans une nouvelle run, et on refera un podcast dans un mois pour vous dire qu'on avait en fait complètement raison, mais encore plus. En tout cas, je te remercie Benjamin, puis bah, à la prochaine. À la prochaine, et merci à toi Samuel.